Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une émission spéciale avec Samy qui fait suite à la précédente autour des ETF qui vous avaient bien plu et aujourd'hui nous allons partir donc du côté du stock picking, on va parler PEA, on va parler compte titre ordinaire, le fameux CTO, on va rentrer dans les détails et Samy nous donnera à la fois la profondeur vis-à-vis de tout ça et également la possibilité de voir au travers de sites ou d'applications pour essayer de toujours être à l'avant-garde et d'avoir des datas qui vous serviront pour prendre au mieux vos décisions d'investisseurs. Super ravi de te retrouver, Samy. Salut CM et bonjour à tous. Je suis content. Là, on va faire le deuxième épisode, entre guillemets, deuxième hors-série. On a fait un premier il y a quelques temps sur les ETF. C'est une approche en bourse qu'on avait étudiée ensemble et qu'on avait un peu, on va dire, vu les tenants et les aboutissants des ETF et pourquoi c'était intéressant d'y investir. Et cette fois-ci, on va regarder son pendant qui est un peu plus risqué, mais un peu plus aussi, un peu plus de rendement possible, c'est le stock picking, c'est-à-dire l'art de choisir les actions de manière individuelle. Pour ce deuxième volet, là, je vous ai fait un PDF qui fait à peu près une 35 pages à peu près, de la même manière que celui pour les ETF. On va commencer avec la première page. Comme il est marqué, c'est une liberté de choix parce que le stock picking ouvre la voie à une gestion sur mesure. Vous pouvez choisir de ne pas prendre une action plutôt qu'une autre, ainsi de suite. C'est adapté à vos convictions, à vos analyses et à votre rythme. Vous pouvez tout à fait choisir de prendre une action et de se dire d'y investir pour un temps défini. Et pour vos convictions, on le verra plus tard également parce qu'il y a des secteurs, des sous-secteurs. Certains, peut-être, vous pensez que ce secteur n'est pas approprié, donc vous n'allez pas investir dessus. Contrairement à un ETF qui, lui, ne vous laisse pas le choix et est investi sur plein de secteurs différents. Mais il y a une rigueur exigée. Choisir une action n'est pas suffisant. Il faut comprendre, comparer, surveiller et parfois, malheureusement, savoir renoncer quand sa thèse d'investissement n'est plus valide. On va regarder un peu le sommaire ensemble. Donc, on va, dans un premier temps, faire un rapide tour pour savoir ce que signifie acheter une action, parce que c'est plus profond que ce qu'on le croit. Ensuite, on verra les moyens d'accès au marché. Donc, principalement, on va voir les deux plus connus, le PEA et le CTO. Les bons réflexes à avoir sur ces deux enveloppes d'investissement, comprendre les types d'actions, une petite mise au point, un petit intermède, les styles des gestionnaires. Ensuite, on va attaquer, on va dire, le plus dur, qui est les piliers de l'analyse. Il y en a trois principalement, le quantitatif, le qualitatif et le technique. Et ensuite, on débattra sur les affaires de conviction, savoir renoncer et le stock picking, à quoi bon? On va répondre à cette question parce que beaucoup de gens se disent, mais les ETF, c'est génial, alors pourquoi faire du stock picking? On viendra sur un point de réflexion, les outils et ressources pour vous montrer des sites qui vous permettront de faciliter vos recherches et votre travail sur le stock picking. Et enfin, on fera une conclusion sur ce qu'il est. Est-ce que c'est bon de faire du stock picking ou est-ce que c'est bon tout simplement de se diversifier au travers du marché boursier tout simplement? Oui, puis ça va dépendre essentiellement aussi des profils. Il y a des profils qui vraiment ne veulent pas du tout s'impliquer et c'est pour lesquels finalement les ETF iront très très bien. Et il y a d'autres profils où ils veulent mettre les mains dans le cambouis, aller chercher des petites actions, faire leurs recherches, se positionner sur certains secteurs ou certaines jeunes zones ou certaines zones géographiques. Donc, c'est quelque chose qui peut tout à fait faire sens et qui, en fonction des profils d'investisseurs, effectivement, c'est un peu comme quand du côté de la crypto, on dit le spot et parfois une petite poche pour les leviers ou les investissements annexes. Là, voilà, le stock picking, c'est quelque chose qui va demander un peu plus de travail en amont, mais qui pourra porter un peu plus ses fruits que le 8-10% annualisé que donnent les indices, grosso modo. Exactement, exactement. Parce que bon, le marché boursier, notamment l'indice, on va dire, le plus connu, le S&P 500, sur une centaine d'années, il fait à peu près 8,5%. Et ça, c'est sans compter tout ce qui est, on va dire, on parle en net, mais pas en net net. Il y a la fiscalité, il y a l'inflation, etc. Si vous comptez vraiment tout, on est plus aux alentours des 6%. Donc, nous, l'objectif du stock picking, évidemment, c'est d'aller chercher un surplus de performance, d'aller chercher
les actions qui nous donnent un avantage compétitif par rapport à l'indice. C'est pas simple et il peut y avoir des années où vous allez même pas surperformer l'indice, mais si on fait bien son travail, si on est rigoureux, je suis d'avis de dire que c'est tout à fait possible. Et notamment depuis 2020, on le voit que les marchés ont totalement changé depuis 2020-2021, où on a tout simplement peut-être les 3 meilleures années de suite des marchés boursiers de l'histoire. On est à plus de 20% sur 2023, plus de 20% sur 2024, et 2025, on n'est pas encore, à ma connaissance, au-delà des 20, mais on n'est pas loin. Donc voilà, c'est celui qui a fait du stock picking depuis le Covid. S'il n'a pas trop fait de bêtises, il doit avoir plusieurs années, voire décennies d'avance sur le S&P 500. On va commencer en douceur. Alors, du clic à la propriété, ce que signifie acheter une action. Alors, certains se disent sûrement, oui, acheter une action, c'est comme une crypto, mais non, pas du tout. Parce qu'acheter une crypto, ça ne vous donne pas de droit de propriété en tant que tel, contrairement à une action. Une action, quand vous l'achetez via votre broker ou via votre banque, peu importe, ça vous donne des droits. Donc, le numéro 1, c'est une part des actifs de l'entreprise. Et là, je détaille, quand tu détiens une action, tu possèdes une fraction de tout ce que possède l'entreprise. Ses usines, ses stocks, ses brevets, ses liquidités, son immobilier, ses technologies, sa marque. Et là, il y a un exemple, bien évidemment, si tu possèdes une action d'une société qui en a 1 million en circulation, tu détiens 0,0001 de l'ensemble de ses actifs. Donc ça paraît logique. Je pense que tout le monde maîtrise ce point. Le deuxième droit, c'est évidemment le droit au bénéfice. Une entreprise, et la majorité des entreprises, même les entreprises qui sont dans la tech, on va dire la plupart, distribuent des dividendes. Donc une entreprise peut décider de distribuer une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Si une entreprise verse 2 € de dividendes par action et que tu en possèdes 100, tu touches 200 € brut avant impôt. Et le troisième point, le troisième droit, mais qui est très peu utilisé par les actionnaires individuels, c'est le droit de vote aux assemblées générales. Alors là, évidemment, la plupart des investisseurs ne votent pas. Et on va dire que ce n'est pas très grave, parce que bon, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas, on va dire, un pouvoir de décision tel qu'il vous paraît important de voter. Mais c'est comme comment dire, comme dans un gouvernement où on peut voter les changements de loi, etc. La société, c'est pareil. Quand une société fait ce qu'on appelle une assemblée générale, il y a des votes sur les dividendes, sur les fusions-acquisitions, l'approbation des comptes, la nomination du PDG ou du nouveau PDG ou du conseil d'administration. Et tous ces événements-là sont soumis au vote des actionnaires. Généralement, chaque action vous donne une voix, mais certaines entreprises émettent des actions à droit de vote renforcé. Donc ça, il faut creuser au niveau de votre entreprise, savoir si elle donne une seule voix par action ou plusieurs. Et enfin, il y a certains cas, vous l'avez peut-être remarqué, par exemple l'action Google, elle a 2 actions qui sont cotées. Une action, ce qu'on appelle de classe A, et une action de classe C. L'une permet le vote, l'autre ne le permet pas. Donc là, c'est les 3 droits principaux, on va dire, qui vous donnent, on va dire, propriété. Quand vous achetez une action, vous êtes vraiment propriétaire d'un certain nombre de droits, et ces 3 droits sont, on va dire, les plus importants. Donc ensuite, là, vous avez compris ce qu'est une action. En plus, bon, je pense que la plupart d'entre vous savez déjà ce que c'est une petite mise en bouche. Donc ensuite, vous voulez commencer à investir. Concrètement, où place-t-on ces actions? Et comment choisir le bon outil pour les loger? Il existe plusieurs façons d'investir en bourse, mais 2 supports dominent pour les particuliers, le PEA et le CTO. Alors, petite parenthèse, je ne vais parler que du PEA et CTO, et je ne vais pas parler des actions tokenisées qui sont en crypto. Parce qu'on le voit ces derniers temps, il y a pas mal d'acteurs en crypto, et je pense que tu l'as vu passer aussi CM. Par exemple, Kraken qui propose désormais un semblant d'action, des néo-brokers également. Mais ces produits, malheureusement, ils ne correspondent pas encore aujourd'hui, au moment où on parle, au standard d'un investissement sérieux. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas toujours de véritables droits de propriété, ils ne permettent ni le transfert ni le droit de vote. C'est-à-dire qu'imaginons que Kraken
change sa politique tarifaire et que les frais pour acquérir une action double ou triple, vous êtes plus content, vous voulez les transférer dans un broker classique, vous ne pouvez pas. Et il n'y a pas de droit de vote, évidemment. Et la régulation, on va dire que ce n'est pas encore très bien encadré juridiquement en Europe. Donc, je vous propose qu'on ne parlera que du PEA et CTO et pas des actions tokenisées. Le PEA, donc là, je pense que c'est l'enveloppe star en France. On va le comprendre pourquoi. C'est créé pour encourager l'investissement en actions françaises et européennes. Le PEA est un support d'investissement offrant plusieurs avantages, mais également son lot d'inconvénients. Donc les avantages, évidemment, le numéro 1, zéro impôt sur les plus-values après 5 ans, hors prélèvements sociaux de 17,2%. Alors, je vous ai mis une petite parenthèse qui ne va pas vous faire plaisir. Malheureusement, notre beau pays a l'air de vouloir augmenter ce taux de 1,4 points. Je parle notamment de la CSG. Donc, il y a une hausse de la CSG qui est prévue, qui a été votée on va dire en première instance, qui n'est pas encore définitif, mais à mon avis, ça risque de passer. Donc, la CSG, je vous rappelle rapidement ce que c'est, ça fait partie des prélèvements sociaux, avec le prélèvement unique de solidarité et la CRDS. Donc là, ça monterait à 18,6% après 5 ans. Dividendes et gains capitalisés sans imposition immédiate. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que quand vous touchez vos dividendes Total, LVMH, ASML, peu importe, eh ben, vous n'êtes pas fiscalisé. Il n'y a pas d'impôt qui se déclenche tant que vous ne retirez pas ce montant directement sur votre compte en banque. Et ça, c'est excellent. Et enfin, vous pouvez y loger tout type d'actions d'entreprise, pas que françaises, mais européennes. Et maintenant, les inconvénients, il y en a plusieurs malheureusement. Alors le premier, c'est qu'il y a une limite de versement. Limite à 150 000 €. Et si vous cumulez PEA et PME, la limite est de 225 000. Donc ça, malheureusement, c'est un peu contraignant parce que si jamais vous gagnez bien votre vie, vous allez rapidement être obligé d'ouvrir un CTO. Alors, deuxième inconvénient, uniquement les titres européens, comme on l'a dit. Vous ne pouvez pas avoir d'Amazon ou d'NVIDIA sur votre PEA, c'est impossible. Impossibilité d'avoir plusieurs PEA, et ça, c'est bien contraignant, on va le voir pourquoi plus tard. Moins de flexibilité sur les produits accessibles. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez prendre des options put and call ou alors des varants, des turbos, c'est des produits qui sont, on va dire, très, très complexes pour l'investisseur de base et du coup, la plupart des PEA ne les proposent pas, malheureusement. Et enfin, la dernière contrainte à mes yeux, c'est que si vous effectuez un retrait et que votre PEA est âgé de moins de 5 ans, eh ben non seulement vous êtes fiscalisé au maximum, c'est-à-dire non seulement les prélèvements sociaux plus les impôts, ce qui vous fait 30% de flat tax. La flat tax, justement, avec l'augmentation de la CSG, ça risque de passer à 31,4, comme on l'a dit plus haut, et ça provoque la fermeture immédiate et définitive du plan. Ça, il faut le garder en tête. Donc, une fois que vous ouvrez votre PEA, faites gaffe, n'effectuez aucun retrait avant 5 ans. Ça serait bête de le fermer au bout de 3 ans et vous faites un retrait par inattention, et le plan est fermé définitivement et il n'y a aucun recours à cela. Petite partie succession. En cas de décès de l'ayant droit, le PEA est automatiquement clôturé. Malheureusement, il n'y a pas de transfert aux héritiers ou quoi que ce soit. Les titres peuvent être vendus ou faire l'objet d'un transfert, mais sur CTO, pas sur PEA, mettant fin au régime fiscal avantageux du PEA. Les plus-values ne sont pas imposées hors prélèvements sociaux et le capital, ensuite, ça rentre dans la succession classique. CM, je pense que toi aussi, malgré l'augmentation de la CSG, je pense que tu apprécies le PEA aussi. Ah ça reste une enveloppe qui, pour les Français, en effet, est assez incontournable. Après, c'est vrai qu'au moins avec le CTO, on sait pour toujours à quoi s'attendre, alors que actuellement, il y a des règles qui sont en train de changer un peu tout azimut. Et voilà, c'est plutôt ça la question quand on entend parler aussi, mais c'est pas le sujet du jour, de la fameuse taxation là à partir d'un patrimoine global d'1,3 million ou quelque chose dans ces eaux-là. Alors certes, ça représente pas tout le monde,
mais à partir du moment où on a un peu d'immobilier, notamment les Parisiens, etc., ça peut aller très vite. Je crois qu'il y a un abattement sur l'immobilier, mais voilà. En tout cas, on est sur des lignes qui sont en train de bouger, donc toujours faire attention à ça, mais c'est vrai que le PEA reste malgré tout assez avantageux, notamment quand on le conserve environ, comme tu l'as dit, plus de 5 ans par rapport à cette on va dire, rétribution ou cette réduction qui est mise en place. Oui, tout à fait. Donc malgré tout, gardez en tête que malgré que on part sur une augmentation de la CSG, gardez en tête que le PEA reste avantageux. Il ne faut pas tourner le dos et dire c'est bon, c'est foutu. Non, c'est toujours intéressant d'en ouvrir un. Alors maintenant, le deuxième support d'investissement, et celui-là, il est plus flexible, on va le voir pourquoi, c'est le compte titre ordinaire. Alors, c'est le support le plus universel, il permet une exposition beaucoup plus étendue aux différents marchés. Les avantages, le premier, c'est le plus intéressant, aucune limite de versement. Donc là, on peut y aller YOLO, hein. Vous voulez mettre 300K, 1 million de versements, 10 millions de versements, c'est vous qui voyez. Accès à tous les marchés. Donc là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller voir du Amazon, on peut avoir du Nvidia, on peut même aller en Asie. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Liberté accrue sur certains types de produits. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les options, les varants, les turbos, tout ce genre de produits un peu complexes de bourse, vous y avez droit, il n'y a aucun problème. Et un autre avantage, c'est la possibilité de détenir plusieurs CTO. Donc là, effectivement, vous pouvez faire, entre guillemets, jouer à la concurrence. Vous pouvez en avoir plusieurs, et si un jour il y en a un qui déconne en montant sa politique tarifaire, vous pouvez décider de ne plus investir chez lui sans pour autant vouloir transférer ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un avantage. L'inconvénient, malheureusement, c'est l'imposition immédiate sur les plus-values et dividendes. Donc là, contrairement au PEA, qui est une enveloppe à capitalisation, le CTO, dès lors que vous touchez des dividendes, même s'ils restent au sein du CTO, vous êtes imposé. Et il n'y a pas d'avantage fiscal à long terme, bien entendu. Par contre, le CTO, lui, il offre plus de flexibilité aux héritiers. Le compte titre peut être conservé en indivision, ou bien les titres peuvent être transférés sur les comptes titres des héritiers, c'est possible. Et enfin, une dernière solution reste la vente des titres. Le PEA est fiscalement avantageux de ton vivant, mais le CTO est plus souple pour la transmission patrimoniale. C'est à retenir, si vous avez un certain âge et que vous investissez pour vos enfants, c'est à noter que le CTO sera plus avantageux pour les héritiers. Donc, maintenant qu'on a fait une revue des deux supports d'investissement, une petite panoplie de bons réflexes à avoir. Et le premier, bien évidemment, c'est d'ouvrir le PEA le plus tôt possible, même sans investir. Donc, même si vous avez un faible pouvoir d'investissement, que vous pouvez investir que 100 € par mois peut-être, vous êtes étudiant ou que sais-je, ce n'est pas grave. Ouvrez le PEA le plus tôt possible, parce que le compteur fiscal des 5 ans démarre dès l'ouverture et pas au premier achat. Donc, il faut l'ouvrir jeune, même avec 100 €, ce n'est pas un problème. Il faut choisir une plateforme qui permet le transfert de titres, et ça, j'insiste là-dessus. Tu dois pouvoir changer de courtier sans vendre tes actions. Les apps fermées, quand je dis fermées, je vais expliquer ce que c'est. Revolut ou Bitpanda ne doivent pas être tes plateformes principales d'investissement. Pourquoi? Revolut et Bitpanda, c'est des plateformes, on va dire, à la mode en ce moment. Et ils ont une interface très sympa, il n'y a pas de souci. Le souci sur ces deux plateformes, mais je les ai cités en exemple, j'aurais pu citer d'autres, c'est que malheureusement, si Revolut demain monte ses frais, par exemple, pour acheter 5 actions, il faut que je paye 5 € de frais, moi, ça ne va pas me plaire, donc je vais vouloir changer. Mais le problème, c'est que je ne pourrai pas faire de transfert de titres. Je serai obligé de fermer toutes mes lignes, c'est-à-dire de vendre toutes mes lignes, pour ouvrir sur une autre plateforme, ce qui déclenche une opération imposable. Donc ça ne me plaît pas. Ensuite, diversifie tes supports d'investissement, évidemment, le PEA pour l'Europe et le CTO pour le reste du monde. Donc on combine fiscalité optimisée et accès global. Là, un petit point intéressant, des fois un peu méconnu, il faut être attentif au mode de détention de certaines actions. Donc il y a différents modes de détention, au porteur, nominatif pur, nominatif administré. Généralement,
vos plateformes, vous êtes au porteur ou au nominatif administré. Vous n'êtes jamais au nominatif pur. Parce que nominatif pur, ça demande de faire une démarche pour inscrire les actions véritablement à votre nom. Et évidemment, les prêts de titres. Certaines plateformes vont vous proposer de vous rémunérer à un certain pourcentage si vous décidez de prêter vos titres à d'autres investisseurs qui, eux, justement, font des options. Moi, j'ai décidé à titre personnel, je vous donne, ce n'est que mon avis à moi, j'ai décidé de ne pas prêter mes titres. Alors voilà, moi je suis radin, je les garde pour moi. Mais si d'autres personnes veulent les prêter, vous pouvez tout à fait contacter votre broker, lui dire que vous êtes OK pour prêter vos titres et vous allez toucher un pourcentage. Ensuite, ne pas se limiter à l'interface utilisateur de votre broker, hein, évidemment, parce qu'il y a des infos sur vos actions qui ne sont pas visibles, on va le voir plus tard. Il faut vérifier la régulation de la plateforme, bien évidemment, qu'elle soit régulée AMF, ACPR, BaFin pour l'Allemagne. BaFin, c'est justement par rapport à Trade Republic, il me semble qu'à l'époque, eux, ils étaient régulés BaFin. Et sa capacité à conserver tes titres en sécurité. Bon, ça, c'est la base, on va le voir pour plus tard. Anticiper la succession, si ton patrimoine grandit, le CTO est plus souple, et si tu investis pour ta famille, ça compte. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Et dans la mesure du possible, alors ça, c'est un petit bonus, mais ne pas faire de demande de transfert de PEA lors d'une baisse brutale du marché. Je m'explique. Le transfert du PEA peut prendre un certain temps. En France, généralement, l'AMF nous dit que ça prend entre 3 et 4 semaines. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça peut prendre 2, 3, 4 mois. Et si vous avez une baisse brutale du marché, tout ce que vous n'avez pas envie, c'est de ne pas pouvoir investir. Donc moi, je vous conseille, si jamais vous voulez absolument transférer votre PEA, faites-le une fois que les marchés sont au plus haut, que vous n'avez pas envie d'investir, qu'il y a dans votre watchlist, toutes les actions que vous surveillez sont au plus haut. C'est un moment opportun pour demander le transfert. Et après, il faut prier pour que le marché ne baisse pas trop fortement durant 1 ou 2 mois. Donc, je pense que c'est les bons réflexes à avoir. Je ne sais pas, CM, si tu en avais d'autres. Comprendre les types d'actions. Après avoir introduit ce que signifie l'achat d'une action et également les moyens d'accès au marché, on va s'intéresser aux types d'actions parce qu'ils ne se te ressemblent pas du tout. Il y en a certaines qui ont certaines caractéristiques, d'autres qui ne les partagent pas. Donc, pour bien investir, il faut comprendre la logique derrière chaque type d'action. Pourquoi c'est important ? Parce que tu fais un pari stratégique quand tu achètes une action sur le comportement futur de l'entreprise, sur le rôle de cette action jouera dans ton portefeuille entre la plus-value, la stabilité, les revenus, et sur le contexte économique dans lequel elle va évoluer. Connaître les différents types d'actions t'aidera à mieux filtrer les entreprises, construire un portefeuille conforme à tes attentes et faire des ajustements en termes de risque, de volatilité, de rendement et de temps. Là, on va rentrer dans la première catégorie, c'est les actions de rendement. C'est une entreprise qui fait le choix de distribuer une partie de ses bénéfices sous la forme d'un dividende, celui-ci étant détaché du cours de l'action. Et ça, il faut bien le comprendre parce que certains investisseurs débutants pensent que le dividende n'est pas détaché du cours de l'action. C'est totalement faux. Il est bien évidemment détaché du cours de l'action. Si vous achetez l'action à 100 et que vous touchez 5 € de dividende, votre action, le lendemain, elle sera à 95. Elle ne sera pas à 100. Ça, il faut le comprendre. Contrairement aux actions de croissance qui réinvestissent la majorité des bénéfices, les actions de rendement rémunèrent l'actionnaire dès maintenant, en plus d'une éventuelle plus-value. Ça, on va le voir, c'est pour ça que je dis éventuel, c'est que rien n'est garanti. Donc, on n'achète pas un potentiel dans ce cas-là, on achète un flux de revenus récurrent. Donc, on va faire le tour des points à connaître. Le calendrier de distribution. Pour toucher un dividende, il faut comprendre le calendrier de distribution qui est déterminé chaque année lors de l'Assemblée générale. Il y a ce qu'on appelle une ex-dividend date, date de détachement. Tu dois posséder l'action avant cette date pour toucher le dividende. Et la date, elle est stipulée dans l'Assemblée générale. Lors de l'Assemblée générale, chaque actionnaire peut connaître cette date. Donc, si vous achetez le jour même ou après, vous ne touchez rien. Ensuite, il y a une date d'enregistrement. C'est une date où on note tous les actionnaires qui possèdent l'action
Et une fois qu'on a enregistré cette date, c'est terminé. Donc l'entreprise vérifie la liste des actionnaires officiels à cette date. Et enfin, la date de paiement. À ce moment-là, le dividende est versé sur ton compte de bourse. Donc le point clé à comprendre, c'est que acheter une action après la date de détachement, ça ne sert plus à rien. Si vous visez le dividende, encore une fois, aucun dividende ne sera perçu. Mais on verra pourquoi que ce n'est pas pertinent de cibler ces dates-là de détachement. On va comprendre pourquoi. Donc, il y a un petit exemple ci-dessous avec Air Liquide. On peut souligner que cette société elle accorde une prime de 10% si vous les détenez en nominatif pur ou administré pendant 2 années civiles pleines. Donc ça, justement, c'est une particularité quand vous faites du stock picking, c'est qu'il faut creuser si vos actions vous donnent certains avantages. Par exemple, LVMH, quand vous les avez en nominatif administré, vous avez également des petits avantages, des réductions sur les spiritueux et autres. Donc là, la petite image, c'est justement pour vous illustrer le processus. Sur l'année 2025, en mai, il y a eu un dernier jour d'exécution d'un ordre d'achat le 16 mai pour le dividende de l'exercice 2024, 3,30 € de dividende par action. Le 19 mai, détachement du coupon. C'est pour ça qu'on dit détachement, c'est parce qu'il se détache du prix de l'action. Donc le cours d'Air Liquide est minoré du montant du dividende. Et là, vous avez vu qu'on a les 10%, 3,63 pour la prime de fidélité. Donc si vous êtes actionnaire Air Liquide, je vous conseille de faire cette démarche. Et enfin, le 21 mai, mise en place du paiement du dividende. Et là, bon, il y a une petite information qui fait plaisir à l'actionnaire, c'est que le dividende est en hausse de plus 13% par rapport à celui de 2024. Donc ça, c'est à comprendre. La date de détachement, la date où on enregistre les actionnaires et la date de paiement. Donc ces choses-là sont à comprendre. Les deux ratios fondamentaux à surveiller, le dividende yield. Alors là, c'est aussi simple, c'est le dividende annuel divisé par le prix de l'action. Ça mesure votre rendement brut. Sauf dans le cas du PEA où, bon, là, vous avez, on va dire, vous n'êtes pas fiscalisé de suite, mais une fois que vous retirez, comme je vous l'expliquais plus tôt. Un rendement sain, ce qu'on considère un rendement qui est safe, on va dire, c'est entre 2 et 6%. Un rendement trop élevé, supérieur à 9%, ça peut être un signal d'alerte, parce que le marché doute de la capacité à continuer à le verser. Ça, il faut le comprendre. Je vous rappelle que le dividende yield est divisé par le prix de l'action. Vous doutez bien que si l'entreprise vous verse un dividende supérieur à 9% et qu'en même temps, le prix de l'action augmente, ça, c'est très, 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 très rare. D'ailleurs, je n'ai jamais vu ça. Un dividende yield aussi élevé et accompagné d'une hausse du prix de l'action, ça n'arrive quasiment jamais. Parce qu'il faut comprendre que quand une action monte, on valorise le futur. Mais plus le rendement est élevé, plus cela signifie qu'il n'y a plus de futur à valoriser. J'espère que je m'exprime correctement, mais il faut comprendre cette logique-là entre valorisation perçue dans le futur et rendement à l'instant T actuel. Ensuite, le payout ratio. Bon, ça, c'est un ratio qui est plutôt important pour les actions à dividendes. On va le voir pourquoi. Le pourcentage des bénéfices reversés en dividendes, ça mesure la soutenabilité du versement. Un ratio autour de entre 40, ça peut être beaucoup moins, mais entre 40 et 85, c'est idéal. Si on a un ratio qui s'approche des 100 ou qui dépasse les 100, ça peut très bien arriver, ça veut dire à ce moment-là que le dividende est financé par de la dette ou les réserves. Donc, ce n'est pas tenable longtemps. Donc, ça, malheureusement, il va falloir que vous fassiez des recherches. Par exemple, regardez, je vais vous montrer l'action Google, par exemple. Là, on est sur TradingView. Et là, vous voyez, vous avez les informations. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller très loin. Sur TradingView, vous voyez, dividende. On a un ratio de paiement sur les TTM, c'est les 12 derniers mois, de 8%. Donc là, c'est une action tech, donc c'est tout à fait normal que le payout ratio est faible, parce que la plupart de ces bénéfices est utilisé pour les investissements en CAPEX et tout ça. Mais il y a quand même 8% des bénéfices qui sont utilisés pour le paiement du dividende. Si par exemple, je switch et que je vais sur du Total Energy, vous avez un payout ratio à 62%. Donc,
Après, je vais vous montrer justement qu'il ne faut pas compter que sur TradingView, parce que TradingView vous montre certaines informations, mais c'est surtout fait pour de l'analyse graphique. Donc là, vous voyez, 62% des bénéfices sont utilisés pour le paiement du dividende. Donc là, sur Total, c'est un exemple parmi d'autres, hein, j'aurais pu prendre d'autres sociétés, et sur cette société-là, on voit clairement que le marché ne valorise plus autant une valorisation future sur de l'innovation ou que sais-je. Parce que Total, ce n'est pas une action tech, c'est une action qui dépend principalement du cours du pétrole. Donc à ce moment-là, c'est une action de rendement, concrètement. Et là, si vous regardez ici, on a un rendement actuel de 6%. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Entre 4 et 8, on va dire, quand ça dépasse les 9, là, il faut se poser des questions. Maintenant qu'on a vu les actions de rendement, je vais vous montrer un dernier point. Les dividendes aristocrates, vous en avez peut-être entendu parler. C'est des entreprises qui sont réputées pour la régularité de leur versement au point d'en faire un critère de sélection. Donc, c'est des entreprises qui augmentent leurs dividendes chaque année pendant minimum 25 ans. Donc, ça devient costaud. Quand vous voyez une société qui maintient son dividende malgré les crises, malgré le Covid, malgré plein de crises 2000 et 2008, etc., c'est des entreprises qui sont restées solides et qui non seulement ont maintenu leurs dividendes, mais qui l'ont augmenté. Et c'est ce qu'on appelle les dividendes aristocrates. Donc, je vous ai donné des exemples, hein, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, McDonald's ou encore Coca-Cola. Donc là, je vous ai fait montré un graphique comparatif. Et c'est là, malheureusement, qu'on va montrer le point noir de ces actions de rendement. C'est que ça sous-performe tout simplement l'indice de base. Là, vous voyez en noir, vous avez le S&P 500 dividende aristocrate, c'est-à-dire c'est que des sociétés qui versent depuis plus de 25 ans. Et là, on a le S&P 500 classique. Ce qu'on remarque, c'est que dès qu'on dépasse là à peu près 2023, la décoloration est monstre. On voit le S&P qui fait plus de 122% depuis environ 6 ans. Non, même pas 6 ans, 10 ans. Et là, en 10 ans, le S&P 500 dividende aristocrate, c'est 101%. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument phénoménal la différence de performance. Et comme le montre le graphique, justement, si vous faites un portefeuille composé uniquement d'actions à dividendes, même de très bonne qualité, ça peut sous-performer significativement l'indice de base, qui profite, lui, grandement de l'apport de performance des actions de croissance. Donc, après, c'est un choix. Quand vous arrivez à un certain montant de patrimoine et à un certain âge, proche de la retraite, à ce moment-là, vous allez plutôt choisir des actions à dividendes parce que vous voulez protéger votre capital et avoir une prévisibilité, on va dire, une stabilité de votre capital et ne pas faire du yo-yo avec des actions trop volatiles. Donc, c'est une question de profil, c'est comme les ETF. Il y a des ETF capitalisants, des ETF distribuants, c'est la même logique. Ensuite, les actions de croissance. Alors ça, c'est les actions, je pense, qui vous plaisent. Hein, la plupart de ceux qui investissent en crypto, ils sont là pour la croissance. Donc les actions de croissance, c'est des entreprises qui affichent une forte progression de leur chiffre d'affaires ou bénéfices année après année. Et plutôt que les redistribuer aux actionnaires, ces sociétés-là, ils préfèrent réinvestir dans leur développement, donc les nouveaux produits, de l'innovation et de la conquête de parts de marché. Tu n'achètes pas un rendement récurrent, mais un potentiel élevé de hausse du cours de l'action. Ce qu'il faut savoir sur les actions de croissance, il y a plusieurs choses à savoir. Premièrement, c'est que la valorisation est généralement élevée. Quand vous regardez certains ratios boursiers, que ce soit sur votre broker ou sur des sites spécialisés, vous allez voir des PE, des PS pour Price to Sale ou des PEG qui veut dire Price Earning to Growth, sont souvent bien au-dessus de la moyenne du marché. Mais justement, ça reflète le potentiel futur qui est perçu par le marché. C'est-à-dire l'action ne monte pas pour rien. Et évidemment, les actions de croissance, c'est généralement des actions tech, et le secteur technologique est les plus sensibles aux hausses de taux, bien évidemment, parce qu'il y a plus de dette qui est levée, etc. Donc la valorisation repose beaucoup sur des bénéfices futurs. Plus les taux montent, plus ces promesses valent moins. Ça, il faut le savoir. Et je pense que ceux qui investissent depuis 2022 ou plus loin, vous l'avez remarqué,
en 2022, quand il y a eu le crash, quelles sont les actions qui ont corrigé le plus sévèrement? Ce sont les actions tech. Parce que hausse des taux, parce que promesses qui valent moins. Ça, il faut le comprendre. La volatilité est plus forte. Les corrections peuvent être brutales si la croissance ralentit ou si les attentes sont déçues. Là, j'ai un exemple typique qui me vient en tête, c'est Novo Nordisk. Novo Nordisk, c'est l'action typique de les attentes qui déçoivent le marché et du coup, volatilité élevée et du coup, baisse de l'action en ce moment, c'est une action qui sous-performe le marché. Là, vous vous dites, bah, c'est génial, les actions de croissance, il faut les avoir parce qu'on peut faire beaucoup de pourcentages. Mais ce n'est pas si simple. Elles peuvent transformer un portefeuille. Cependant, avoir trop d'actions de croissance, c'est un portefeuille qui est explosif dans les deux sens. Elles doivent être dosées intelligemment en termes de pondération au sein de votre portefeuille. Je vous ai montré un exemple. On a en rouge le fonds de Cathie Wood. Alors, Cathie Wood, c'est une investisseur investisseuse américain qui investit que dans les actions d'innovation, tech, c'est-à-dire c'est vraiment la croissance à tout prix. Et en face, il y a le S&P 500. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Durant 2020-2021, environnement de taux bas, et là, ça reprend ce que je vous ai dit plus haut. Environnement de taux bas, qu'est-ce qui se passe? Le fonds ARK Innovation explose. Et là, on voit que le S&P il fait pitié limite. Il n'est même pas à 20 ou 30%, alors que le fonds est quasiment à 250% à son pic. Donc là, on pourrait se dire, oui, magnifique, il faut investir que sur les actions de croissance. Mais je pense que tout le monde connaît la fable de le lièvre et la tortue. C'est que le S&P 500, certes, c'est moins explosif, mais à la fin, c'est lui qui gagne. Là, je vous ai pris la capture à date du 7 novembre. Regardez, ARK, c'est 78%, le S&P, c'est 118%. Et là, c'est sur une période de 6 ans. J'aurais pu prendre plus loin, le résultat aurait été le même. Donc, c'est pour vous illustrer qu'il n'y a pas de type d'action où on doit bourrer à 100% sur ce type. C'est pas, oui, j'aime les actions de croissance, donc je fais que de la croissance. Vous pouvez le faire, mais il faut être conscient que la volatilité sera accrue. Et enfin, le dernier type, les actions décotées, donc, ou value stock, c'est une entreprise que le marché valorise temporairement en dessous de sa vraie valeur. Alors souvent, elles sont ignorées, mal comprises. C'est des sociétés qui ne font pas forcément rêver, mais elles peuvent offrir un potentiel de revalorisation une fois que le marché ouvre les yeux. Alors c'est probablement le type d'action le plus compliqué à traiter, hein, parce que forcément, vous ne pensez pas comme le marché. Le marché, lui, n'arrête pas de vendre cette société et vous êtes contrariant. Donc là, on va dire, c'est le type d'action où il y a le plus de travail à faire de votre côté. Moi, personnellement, c'est très rare que je me place contre le marché. En ce moment, il y a Novo Nordisk qu'on pourrait dire, entre guillemets, hein, parce que c'est une société qui est gigantesque, mais on pourrait dire qu'elle devient value. Mais encore une fois, pour l'instant, le marché ne le comprend pas, ou en tout cas ne l'interprète pas de cette manière. Pour lui, Novo Nordisk a déçu, donc il faut la shorter, entre guillemets. Et donc là, les actions décotées, elles s'analysent principalement vers des critères ratios fondamentaux. Je vous ai pris un exemple de notre champion français, pour ceux que vous l'avez déjà vu peut-être faire 2-3 interviews sur YouTube, c'est William Higgins. William Higgins, pour faire simple, c'est un gérant de fonds français qui est spécialisé dans la small cap value. Small cap value, ça veut dire les sociétés inférieures avec une valorisation inférieure à 1 milliard d'euros. Et lui, il a des critères qui sont très précis. Alors lui, il choisit des PE, c'est-à-dire des price earning ratio bas, inférieur à 12, à condition que les bénéfices soient stables, un PCF, donc prix sur cash flow, inférieur à 10, donc des cotes de 30% par rapport à l'indice de référence, un ROS ROE. Alors ROS ROE, c'est le return on equity. Pour faire simple, ce critère, ça mesure la qualité du business, et le ROS, ça mesure chaque euro investi. C'est-à-dire, sur chaque euro qui est investi, combien je peux avoir en profit. Et ça signale un avantage compétitif et une bonne discipline financière. Donc,
C'est des ratios que lui choisit justement pour jauger ses small cap value. Et enfin, une marge opérationnelle supérieure à 5% et une croissance du chiffre d'affaires sous 12 mois. Et là, on peut voir qu'il est très performant, ce gérant de fonds, parce que vous voyez le tableau ci-dessous. Là, depuis 5 ans, son fonds à lui, Indépendance Europe Small, il investit que sur des small cap européennes. Il fait 164%, donc c'est monstrueux, pendant que l'indice de référence, lui, ne fait que 47%. Donc là, vous voyez bien qu'on est sur un champion. Et en annualisé, c'est 16,5% et l'indice de base 8,7%. Donc là, il n'y a rien à dire, hein. Après, lui, c'est quelqu'un d'expérimenté et ce n'est pas à la portée de tous. Ce n'est pas parce que vous voyez 164%, vous vous dites je peux faire la même chose. C'est avec beaucoup d'expérience, il a une équipe autour de lui, etc. Mais c'est pour vous montrer que c'est possible d'investir sur les actions des côtés et de faire mieux que le marché. Et donc là, on va un peu relativiser ce point-là, parce que je sais que beaucoup de gens sont attirés par les small caps parce qu'ils se disent le rendement peut être phénoménal, ce qui est vrai, mais il y a des pièges. Pas toute décote est une opportunité. Certaines entreprises sont décotées pour de bonnes raisons. Soit il y a un déclin, soit il y a beaucoup de dettes, soit il y a des scandales à venir ou des procès. Notamment, CM, cette phrase-là, ça me rappelle beaucoup quand on avait discuté, moi et toi, de l'entreprise Visiomed. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette société. Ouais, c'est vrai. Mais c'était pareil, une small cap qui avait le vent en poupe, qui avait des bons chiffres et tout. Et plus tard, on a découvert qu'il y avait des procès, ce genre de choses, et l'action a bien souffert par la suite. Donc, le redressement peut prendre du temps, voire ne jamais arriver. Ces actions, elles sont parfois délaissées longtemps parce que c'est peu sexy pour le marché et que ça ne les intéresse pas, tout simplement. Et une action décotée, elle n'est pas forcément une bonne affaire. Il faut différencier l'opportunité d'un piège. Donc, il ne faut pas se fier uniquement au ratio bas. Je vois beaucoup trop sur les réseaux sociaux, oh, il y a un PE de 10, donc c'est une bonne affaire. En fait, non, c'est plus compliqué que ça. Il faut analyser la dynamique du chiffre d'affaires et des marges. Évidemment, si les chiffres d'affaires sur 12 mois et que les marges sont divisées par 2, quand bien même le ratio est bas, c'est une mauvaise idée d'investir dessus. Évitez les secteurs en déclin structurel, et je vais vous donner un exemple très parlant plus tard. Vérifie si le marché a une vraie raison de fuir l'action. Cherchez un catalyseur. Est-ce que c'est un catalyseur au niveau du secteur? Est-ce que c'est au niveau de la société? Mais il faut chercher quelque chose qui va permettre le rebond. Et enfin, comprendre d'où vient la décote, tout simplement. Et là, il y a un exemple qui va être parlant, je pense. C'est un exemple cas d'école, pour le coup. Dans les années 2000, vous vous rappelez sûrement de l'entreprise Kodak. Donc, c'est une entreprise qui était vraiment décotée, marque forte, actif important, la valorisation très faible. Mais l'entreprise a raté le virage du numérique, laissant son cœur de métier, la photo argentique, décliner. Donc Kodak, c'est vraiment l'exemple type du piège, malheureusement. Donc c'est une société qui était très bien vue, qui avait pignon sur rue. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, on voyait la marque Kodak partout. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est fini, Kodak. Parce qu'ils ont raté ce virage-là. Et l'ironie, en plus, dans l'histoire avec Kodak, c'est que, comment dire, l'inventeur de l'appareil photo numérique, c'est un ingénieur de chez Kodak. Il faut le savoir. C'est-à-dire que ce qui les a tués, celui qui a inventé ce qui les a tués, c'est un ingénieur de chez eux. Mais ils ont ignoré ce qu'il a fait, malheureusement. Ils n'ont pas voulu pivoter parce qu'ils se sont dit non, nous on veut garder notre chiffre d'affaires sur la photo argentique, les pellicules, etc. Ils n'ont pas écouté cet ingénieur et malheureusement, ils ont décliné. Donc c'était un cas d'école d'une value trap. On va faire un petit point. Donc vous l'aurez compris, comprendre les différentes différences entre les actions est crucial pour envisager de les détenir dans nos portefeuilles. Donc il faut garder plusieurs choses à l'esprit. Les actions ne sont pas enfermées dans une seule étiquette. Une entreprise peut changer de type. Ça peut tout à fait être une entreprise de croissance, mais à terme, elle reverse tellement de dividendes que ça devient une entreprise de rendement. C'est tout à fait possible. Ou présenter plusieurs caractéristiques en même temps. C'est tout à fait possible également. Les entreprises du luxe, notamment, me font penser
à des sociétés qui vont être hybrides, avec de la croissance, mais du dividende. On le voit avec LVMH en ce moment, qui a beaucoup moins de croissance, mais le rendement du dividende augmente et est maintenu dans le temps. Donc, c'est des sociétés qui peuvent être hybrides. Il n'y a pas vraiment un seul type pendant toute la vie d'une société. Donc, le style d'une action peut évoluer en fonction de son cycle de vie et de la perception du marché. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, ben non, il n'y a pas de style meilleur que les autres. Il y a seulement des entreprises adaptées à votre stratégie, votre horizon de temps et votre niveau de tolérance au risque. Une action de croissance, c'est de la volatilité qui a accru. Une entreprise de rendement, vous n'allez pas attendre à faire comme Nvidia du 100% par an. Ce n'est pas possible. Donc, c'est à vous de déterminer votre profil d'investisseur. Donc là, je vous ai mis un peu le style des gestionnaires. Alors là, on a pour vous montrer justement et appuyer mon propos qu'il n'y a pas de style universel et sûr, on peut gagner avec ce style-là. Non, ça n'existe pas. Donc, on a évidemment des investisseurs légendaires comme Peter Lynch avec son fonds Magellan. Donc, lui, c'est simple, hein. Il a détruit le marché de 77 à 90, notamment avec 29% par an. Donc, c'est inhumain, hein. À ce niveau-là de pourcentage, je pense que ceux qui étaient chez lui étaient très contents. Et donc, lui, il avait un style, c'est-à-dire growth at reasonable price. Donc, ça, c'est concrètement, il cherche de la croissance, mais pas à n'importe quel prix. Donc, il va être patient et attendre longtemps avant d'investir. Donc, on a ensuite le légendaire Warren Buffett et le regretté Charlie Munger, malheureusement, qui n'est plus parmi nous. Donc là, c'est la société que tout le monde connaît, hein, Berkshire Hathaway, 20% par an pendant plus de 50 ans. Et là, c'est du value investing, hein. Lui, clairement, vous ne lui parlez pas de PE à 50. Warren, il n'achètera jamais. Donc, c'est clairement du value investing. Il attend que les sociétés, entre guillemets, se cassent la gueule pour rentrer fort. Bill Ackman, c'est un autre gérant de fonds célèbre à Wall Street avec Pershing Square. Et là, c'est du 16,9% par an de 2004 à 2020. Donc, c'est très fort aussi. Et lui, il est contrariant et il n'aime pas la diversification. Donc, lui, il détient très peu d'actions. Je vais vous le montrer plus tard. Il en détient très peu, mais en fait, c'est des convictions, quoi. Lui, il a des très fortes convictions. Il prend, même s'il y a des vents contraires, il n'hésite pas à rester en position jusqu'à que le temps lui donne raison ou tort. On a Joel Greenblatt. Alors lui, c'est pareil, lui c'est n'importe quoi, 50% par an de 85 à 94. Donc même si sur une courte période de temps, il a totalement surperformé les marchés, hein, c'est pareil, hein. Et lui, son style à lui, c'est le value investing, mais dans des situations qu'on appelle M&A. M&A, c'est pour merge et acquisition. C'est-à-dire que lui, il attend qu'une société est mal en point et qu'elle fusionne avec une autre. Donc là, c'est vraiment un style qui est propre à lui. Et une fois qu'il voit que la fusion se passe, il fait ses calculs avec son équipe, etc. Et si l'entreprise lui semble une bonne affaire, il rentre dedans. Et là, il investit très lourd. Et c'est ce qui lui a valu d'avoir une performance aussi élevée. Parce que là, 50%, c'est du jamais vu. Ensuite, on a notre cher Michael Burry. Alors là, lui, c'est un style qui est propre à lui. Je pense qu'il n'y en a pas deux comme lui. Alors, il a fait un rendement à 3 chiffres entre 2000 et 2008, évidemment grâce à ses shorts, notamment, hein, quand il shortait le marché de l'immobilier. Et lui, il a un style qui est très contrariant. C'est-à-dire, quand la masse va sur la tech, lui, concrètement, il achète des actions de sociétés de prison. C'est-à-dire qu'il a vraiment un style contrariant, c'est assez incroyable. Cathie Wood, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Mais là, c'est un style qui est l'innovation, la tech disruptive, très forte conviction. Alors là, c'est tout ce qui est Coinbase, Tesla, Roku, Zoom. C'est tout ce genre de sociétés qui sont à très forte croissance. William Higgins, alors c'est notre cher champion de la small cap qu'on a vu tout à l'heure. Donc lui, il fait 14% par an depuis 25 ans. Hein, c'est tout simplement énorme. Mais lui, il a une compétence qui est propre à lui. Hein, il est tout simplement exceptionnel parce que les small cap value, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être casse-gueule. Et lui, c'est quelqu'un qui arrive parfaitement à naviguer dans ces eaux troubles. Et enfin, la petite blague, Nancy Pelosi, alors quelle investisseuse de génie, hein. Donc là,
Elle bat le marché régulièrement et son style à elle, c'est perfect timing. Alors, vous aurez compris l'ironie derrière cela. Évidemment, c'est que quand le Congrès américain vote une loi pour ou contre les semi-conducteurs ou autres, évidemment qu'elle est dans les petits papiers et elle se positionne bien avant, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer rapidement sur un site de bourse tout à fait classique où on peut retrouver justement ces portefeuilles de super investisseurs. Donc, par exemple, je vous ai montré Bill Ackman en vous disant qu'il a très peu d'actions. Vous voyez, il n'en a que 11. On va cliquer pour regarder. Donc là, vous voyez, il a des très fortes convictions. Uber, 20% du portefeuille, c'est costaud. C'est pas tout le monde, pas tous les investisseurs qui peuvent mettre 20% du portefeuille sur Uber. Et là, si on regarde en montant, c'est plutôt costaud. 2 milliards 827 millions, c'est pas tout le monde qui a ce genre de pourcentage au sein du portefeuille. Mais si ça lui donne raison, eh ben, il va largement surperformer le marché. Et là, vous voyez, regardez, sur 5 ans, son portefeuille a une performance de 125%, ce qui est quand même très costaud, hein. Mais il y a un turnover qui est assez fort. C'est-à-dire que 18% de son portefeuille peut bouger d'une année sur l'autre. Donc là, il a d'autres très fortes convictions, hein, Brookfield, Restaurant Brand, Amazon. Donc ça peut vous inspirer, on va dire. C'est pas forcément, je ne vous montre pas cela pour que vous copiez les investisseurs, c'est plus pour comprendre leur logique. Si vous voyez par exemple que plusieurs investisseurs que vous estimez se dirigent vers un seul et même secteur, ça peut alimenter votre réflexion. Pourquoi ils le font, etc. C'est à vous après de vous poser les questions. Par exemple, là, on voit Warren Buffett, notre cher GOAT. Alors lui, 41 actions, et encore, c'est que les actions cotées, hein, bien évidemment, parce que Berkshire Hathaway a énormément de positions non cotées. Mais là, vous voyez, Apple, 22% du portefeuille, et encore, il a vendu. Hein. Avant, c'était, il me semble, dans les 50%. American Express, bon, mais lui, malheureusement, on ne peut pas trop le copier, Warren Buffett, parce que c'est des actions qu'il détient depuis tellement longtemps. Pour lui, ça fait sens. Pour vous, pas forcément. C'est-à-dire que lui, Coca-Cola, Bank of America, etc., c'est des sociétés qu'il détient depuis tellement longtemps et il est tellement en bénéfice, non seulement sur la position, la plus-value latente, mais également sur les dividendes qu'il perçoit. Rien que les dividendes sur Coca-Cola, il a un rendement au-delà des 100%. C'est-à-dire que chaque année, les dividendes lui remboursent l'argent investi. C'est totalement dingue et c'est évidemment, c'est pas forcément à copier au pied de la lettre. Donc voilà, vous avez le portefeuille de Ray Dalio, par exemple. Ray Dalio aussi, très grand investisseur. Et là, on peut voir qu'il détient beaucoup d'actions. Et pour le moment, bon, sa performance n'est pas géniale, hein. Quand on voit sur 5 ans, il a 47% de performance. Autant dire que c'est pas génial. Mais encore là, il faut prendre en compte que c'est les actions cotées. Il y a forcément du non-coté également du côté de Ray Dalio, donc c'est très difficile de jauger de la performance d'un investisseur tel que lui. Donc maintenant qu'on a regardé, on va dire, les bases, les grands types d'actions et leur logique, il est essentiel de savoir comment les évaluer concrètement. Et c'est là qu'interviennent les 3 piliers de l'analyse, 3 regards pour comprendre une entreprise dans sa globalité. Analyse quantitative, donc là, ça s'appuie sur les chiffres, chiffre d'affaires, bénéfices, marge, endettement, pour évaluer la solidité financière de l'entreprise. Ensuite, l'analyse qualitative, donc ça étudie ce qui ne se mesure pas facilement, le modèle économique, le positionnement, la stratégie de l'entreprise, la qualité du management et évidemment l'avantage concurrentiel. S'il y en a un, certaines sociétés n'en ont pas. Ensuite, l'analyse technique, ça observe les mouvements du cours en bourse, les volumes, les tendances et les signaux pour mieux comprendre le comportement du marché. Basée sur des chiffres d'affaires, cette analyse est essentielle pour savoir ce que l'entreprise délivre. Donc évidemment, si tu ne regardes pas une promesse ou une vision, tu regardes ce que l'entreprise a réellement produit et accumulé. L'analyse quantitative va donc permettre de répondre à minima aux questions suivantes. Est-ce que l'entreprise gagne de l'argent ? Est-elle rentable de manière régulière ? Sa dette est-elle sous contrôle ? Est-elle alignée avec les actionnaires ? A-t-elle un flux de trésorerie positif ? Son cours actuel est-il cohérent avec ses résultats ? Donc là, ça, c'est des questions essentielles. Quand vous rentrez une action en portefeuille,
ou même avant de la rentrée, je dirais même une fois que vous la mettez dans votre watch list, vous devez déjà savoir si c'est une entreprise qui est rentable. Ça ne sert à rien d'acheter une action ou de la mettre en watch list si vous n'avez même pas analysé la base, c'est-à-dire savoir si elle gagne de l'argent et si elle est pérenne. Donc, les plus motivés, ils pourront se plonger dans les rapports financiers complets, bilan, compte de résultats, cash flow statement. Mais si ce n'est pas votre cas, eh bien, il n'y a pas de panique. Le minimum, c'est de surveiller chaque trimestre, une fois qu'il y a la saison des résultats, les chiffres et les ratios clés pour ne pas avoir de surprise. Donc là, vous avez des sites de bourse comme ce que je vous montre à l'instant T. Regardez, c'est un site de bourse tout à fait classique. Si on va dans un screener, par exemple, on va prendre une action simple, on va prendre Google. Mais regardez, par exemple, sur Google, quand je regarde le quantitatif, déjà, il n'y a pas besoin de se poser 100 000 questions. On sait que l'entreprise fait du revenu, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'elle fait des bénéfices? Parce que revenu n'est pas égal au bénéfice. Et là, oui, effectivement, il y a des bénéfices. Si je regarde le bénéfice par action, pareil, il est en hausse. Si je regarde tout ce qui est marge brute, marge nette, pareil, c'est en hausse. Donc, rien à dire. Mais est-elle vraiment alignée avec les actionnaires? Alors, je regarde les actions en circulation. Et là, c'est en train de diminuer depuis 2019. 2019, on a enlevé 0,36% des actions en circulation, 1,70, 1,81, 2,17. Vous avez vu que c'est assez intéressant. Sur les 5 dernières années, on retire en moyenne moins 2,32% d'actions en circulation. Donc, c'est un critère à prendre en compte. On va le voir pourquoi ensuite. Le retour sur capitaux, donc là, rien à dire. Hein. On a des chiffres tout à fait exceptionnels. De toute manière, c'est Google. Et la dette, mais la dette, c'est très, très bien. 0,23, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moins d'un trimestre, si Google le voulait, elle pourrait rembourser la totalité de sa dette. Donc, c'est un ratio très important. Je vais vous le montrer ensuite. Et là, le payout ratio qu'on a vu tout à l'heure, 8%, c'est tout à fait normal. Hein. Évidemment, c'est une action tech. Donc, ça, c'est des petites recherches qui ne vous prennent pas longtemps. Ça va vous prendre 10, 15 minutes, 20 minutes à tout casser pour jauger de la solidité de la société. Si vous ne voulez pas aller plus loin, vous êtes en manque de temps, il faut faire quand même ce travail minimum de jauger de la croissance, de jauger des marges, regarder les actions en circulation, qu'est-ce qui se passe, la rentabilité. C'est le travail de base et c'est ce que exige le stock picking. Donc là, l'analyse quantitative, pour analyser l'entreprise de manière structurée, on peut regrouper des ratios en grandes familles. Donc il y a 3 grandes familles: la valorisation, la rentabilité et l'endettement. Ça permet de mieux comprendre ce que mesure chaque indicateur quand il devient plus ou moins pertinent selon le type d'action que tu analyses. Donc là, je vous ai mis le ratio que tout le monde connaît et que tout le monde regarde en priorité, le fameux PE. Donc PE, je vous rappelle ce que c'est: prix de l'action divisé par les bénéfices par action. Et retenez bien ce mot, bénéfice par action, on va y revenir plus tard. Donc c'est combien tu payes pour chaque euro de bénéfice finalement. Donc, quand vous avez une entreprise, par exemple, qui se paye à 25 fois les bénéfices, avec un ratio, un PE de 25, concrètement, vous payez 25 fois les bénéfices. Voilà, ça ne va pas plus loin, c'est ce que ça veut dire. Mais on va voir que c'est plus compliqué que ça. Il y a évidemment le PEG pour les actions de croissance, Price Earning to Growth. Donc là, c'est la valorisation ajustée du taux de croissance. Donc c'est là, si vous avez des actions tech, c'est important de le regarder. Ensuite, la valeur d'entreprise divisée par les EBITDA. Donc là, c'est la rentabilité, ce qu'on appelle opérationnelle. Donc c'est important également quand il s'agit d'entreprises pour les valoriser correctement. Ensuite, les ratios de rentabilité. Donc là, je vous en ai pris 2, mais bon, il y en a plus, hein, évidemment. Là, il s'agit de faire une synthèse sur tout aujourd'hui. Donc, il y a le ROE, Return on Equity, c'est le net income, le résultat net, divisé par les capitaux propres, les shareholder equity. Donc là, c'est la rentabilité pour les actionnaires. Mais, attention, le ROE peut être trompeur si la dette de la société est élevée. Parce que quand on lève de la dette, forcément, ça agit sur les capitaux propres. Donc, à ce moment-là, il faut se méfier. Et on a le ROIC, Return on Invested Capital. Celui-là, il est plus parlant
parce qu'il vous montre la rentabilité générée sur le capital total engagé. Donc là, on ne parle pas de capitaux propres, on parle de capitaux investis. Et pour moi, il est encore plus important celui-là, le ROIC. Et ensuite, les ratios d'endettement. Je vous en ai mis qu'un parce que bon, sinon, si je vous montre tous les ratios, on est encore là pour longtemps. Mais ce ratio-là, on va dire que c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure sur Google, c'est la dette divisée par l'EBITDA. Donc ça mesure en combien d'années il faudrait pour rembourser la dette de l'entreprise. Je vous ai montré tout à l'heure que Google avait un ratio à 0,23, donc c'est moins d'un trimestre. Donc là, franchement, c'est 2,3 mois, quoi. Donc rien à dire de ce côté-là, Google est pérenne au niveau de sa dette. Donc ça, c'est des actions qu'il faut mener. Il ne faut pas être feignant quand on fait du stock picking. Il faut quand même regarder ces ratios-là, voir si tout va bien. Même si vous ne le faites pas, ça ne demande pas de le faire tous les jours ou toutes les semaines, mais à minima, à chaque fois qu'il y a une publication de résultats. Vous comparez. L'année dernière, j'ai eu tant, cette année, j'ai eu tant. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et si c'est pas bien, pourquoi? C'est aussi simple que ça. Le stock picker doit se poser des questions chaque trimestre. Ensuite, donc bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, cette sélection de ratios, elle n'est pas exhaustive, hein. Il y en a plein. Chaque investisseur va vous dire non, moi je préfère celui-là, moi je préfère les free cash flow. Il y en a pléthore. Mais les ratios que je vous ai montrés, ça couvre l'essentiel pour évaluer une entreprise avec méthode. Et ensuite, s'il y a bien un indicateur que tous les analystes scrutent de près, notamment, je pense que vous l'avez remarqué pour ceux qui sont sur X ou Twitter, il y a le fameux EPS qui est tout le temps cité juste après les revenus, c'est-à-dire le earning per share. Et là, j'aimerais qu'on en parle un peu de ce earning per share parce qu'il est très important. C'est le net income, résultat net, divisé par le nombre d'actions en circulation. Donc l'EPS, il indique combien de bénéfices revient à chaque action détenue. Et là, il faut se rappeler de ce qu'on a dit en début de vidéo. Concrètement, si une entreprise a un EPS de 2 dollars, vous êtes propriétaire de 2 dollars de bénéfices par action. Et c'est un indicateur, ce qu'on appelle transversal, parce qu'il reflète la rentabilité par action, il sert au PE, parce que je vous rappelle, pour que price earning, le PE, le PS sert à ce calcul, il est au cœur des prévisions de croissance, et il influence les décisions sur les dividendes ou rachats d'actions. Évidemment, s'il y a un rachat d'actions, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins d'actions en circulation, ça influence le PS. C'est pour ça que généralement, si vous êtes familier des tweets TradFi, à chaque fois qu'il y a des annonces de rachat de buyback, de rachat d'actions, l'action grimpe en bourse. Et ce n'est pas pour rien. Elle grimpe en bourse parce que vous, en tant qu'actionnaire, vous avez plus de bénéfices pour les actions que vous détenez. Donc il faut bien comprendre cette dynamique d'EPS et c'est un indicateur très important à regarder. Les remarques et conseils avant d'aller plus loin. Alors les ratios, c'est des bons outils, mais ça remplace ni le contexte, ni le bon sens. Un peu élevé ne veut pas forcément dire que l'action est trop chère. Ça peut simplement refléter une forte croissance attendue. Une entreprise en pleine expansion a souvent un PE bien plus élevé que la moyenne sans que ce soit absurde. Et on va voir un exemple tout à l'heure. Un PE très bas, pareil, ça ne signifie pas automatiquement que l'action est bon marché. Ça peut cacher une activité en déclin, une perte de confiance ou des problèmes à venir. Il faut comprendre que ce ratio, il est dynamique. On ne peut pas juger une société en regardant seulement le PE. C'est comme la météo. Demain, s'il fait 10 degrés, je ne peux pas dire « Ah, la planète se refroidit ». On ne peut pas prendre un seul ratio pour déterminer ce qui se passe sur une société, si elle est bon marché ou trop valorisée. Et ça, forcément, si vous analysez une boîte de croissance en début de parcours, les petits nombres feront que le PE sera complètement beaucoup trop haut. Parce que le PS, lui, le PS, je vous le rappelle, earning per share, est petit. Forcément, une entreprise en début de parcours, elle ne fait pas beaucoup de bénéfices, mais si les attentes sur cette action sont élevées, le prix va monter, ce qui fait que le PE sera totalement ouf. Là, je vais vous faire un petit exemple rapide.
on va aller chercher notre cher Elon Musk. Là, si vous regardez Tesla, on va regarder, est-ce que j'ai mon cher bénéfice? Alors, fondamental, valorisation, ratio. Ouais, on peut regarder le l'EPS aussi, tiens. On va regarder le EPS sur les 10 dernières années. Bon, là, c'est normal, le gap. Mais regardez, là, on a un bénéfice par action totalement fou. 503, et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Regardez ici. On va regarder là, fondamental, résultat, rendement. Regardez. Là, si je prends sur 10 ans, l'action en 2022, elle était à 404 $. Mais, quand je regarde le quantitatif, les EPS en 2022, ils étaient seulement à 4. Et regardez ensuite ce qui s'est passé. Diminution du pourcentage. C'est-à-dire que l'EPS et le PE, forcément, sur Tesla, à un moment donné, ils étaient super élevés. Donc, les gens se sont dit, non, c'est beaucoup trop haut, ça ne sert à rien d'investir dessus. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple. On ne peut pas se dire, oui, c'est trop haut. C'est parce que Tesla, à ce moment-là, c'est-à-dire en 2022, même si on regarde ici sur TradingView, en 2022, on avait une action, ou plutôt fin 2022, début 2023, l'action cotée à 117 $. Et même à 117 $, on avait des PE et des EPS totalement dingues. Donc on pouvait se dire, oui, c'est beaucoup trop haut, je vais attendre que ça descende à 40. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple, parce que Tesla, c'est peut-être l'action en bourse qui est valorisée surtout pour ses bénéfices futurs, et pas pour ses bénéfices actuels. Donc c'est du cas par cas quand vous regardez tout ce qui est PE, tout ce qui est EPS, il faut d'abord comprendre la société, savoir pourquoi elle est valorisée ainsi, avant de prendre une décision entre j'achète ou je vends. Donc ça, il faut le comprendre. Donc là, on a regardé ce qui est l'analyse quantitative. Maintenant, on va passer au qualitatif. Donc le qualitatif, c'est beaucoup plus sympa parce qu'il n'y a pas de chiffres. Là, c'est vraiment l'interprétation de l'investisseur. Donc là, une entreprise, elle peut avoir des bénéfices solides, mais un business model fragile, une valorisation basse parce que le marché anticipe des problèmes profonds. C'est là qu'intervient le deuxième pilier de l'analyse, l'analyse qualitative. Donc pour comprendre ce qu'il y a vraiment derrière les chiffres, petit exemple ci-dessous avec NVIDIA. Donc là, je vous ai pris un exemple sur NVIDIA, mais on pourrait faire sur n'importe quelle autre société. Mais là, par exemple, le CEO, on sait qu'il est de qualité. Jensen Huang, c'est un cofondateur qui est là depuis 1993. Il est toujours CEO à ce jour. Il a démontré ses compétences pour amener l'action où elle en est aujourd'hui. Et c'est, entre guillemets, il n'y a aucun doute qu'il est le mieux placé pour continuer de diriger la société. Donc déjà, quand vous investissez sur NVIDIA, vous avez la case cochée du management. Vous vous dites, bon, celui-là, il ne vient pas d'arriver il y a 2 ans, il ne connaît pas la société. Non, c'est un expert dans son domaine, c'est lui qui l'a cofondé, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Au niveau du moat, pareil. On voit qu'il y a plusieurs avantages compétitifs du côté d'NVIDIA. Que ce soit le switching cost. Switching cost, c'est ce qu'on appelle le coût de changement. Généralement, il y a des sociétés où quand vous achetez leurs produits, le client a beaucoup de mal à changer. Je vous donne un autre exemple, Apple par exemple. Apple, quand vous achetez un téléphone ou une montre, des écouteurs, même si ensuite le téléphone Samsung est meilleur, vous n'allez pas vouloir changer. C'est ce qu'on appelle le coût de changement. C'est un avantage compétitif parce qu'Apple, évidemment, on est dans une prison dorée, quoi. C'est-à-dire, même si l'IA est moins bonne que chez Samsung, la plupart d'entre nous, quand on a des téléphones Apple, on ne va pas vouloir changer juste pour ce point-là. Il y a d'autres avantages compétitifs chez NVIDIA, évidemment. Intangible Assets, c'est tout ce qui est les brevets, la technologie. Donc là, il n'y a rien à dire. Du côté d'NVIDIA, c'est très costaud. Le network effect, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. Donc là, on n'en parle même pas. Tous ceux qui veulent une carte graphique, ils pensent en premier à NVIDIA. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et enfin, le pricing power,
C'est-à-dire que Nvidia, ils ont cet avantage-là que si demain, ils décident d'augmenter leur prix, on va dire de 5%, les clients ne vont pas fuir. Ils seront toujours présents. Parce que, comme je vous ai dit, il y a d'autres avantages compétitifs bien avant, dont le coût de changement. Et enfin, la société, elle a une vision long terme. Et ça, ce n'est pas toutes les sociétés qui en ont une. Certains, ils vont se contenter de leur activité de base et tant que l'argent rentre, c'est très bien. Mais Nvidia, ils sont tournés vers le futur. Ils ont des segments de marché que peu de gens sont au courant, mais ils s'intéressent à la robotique et à la santé surtout. Jensen Huang a fait une interview récemment où il parlait justement il s'intéressait énormément à la santé, et ça me rappelle une autre société qui est Apple justement. Apple en ce moment également, plus les années passent, plus ils s'intéressent à notre santé. Pour preuve, les derniers écouteurs de chez Apple, ils peuvent mesurer, il me semble, votre pouls, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est une analyse qui est soumise à interprétation, même si dans le cas d'NVIDIA, c'est assez clair. Il y a des sociétés où c'est moins clair de jauger l'avantage compétitif, donc par nature, c'est subjectif. Donc selon votre expérience ou votre tolérance, etc., deux investisseurs ils peuvent diverger sur certains points. Donc là, malheureusement, c'est pas une analyse où on peut chiffrer cela, mais c'est à vous de faire l'effort et de vous dire, bon, j'ai analysé la société, elle a tel avantage, tel inconvénient. Le CEO, par contre, il n'a pas montré ses compétences pour le moment et il n'a pas honoré ses promesses, je dis une bêtise, pendant les 2 dernières années. Donc voilà, il faut quelque part faire ce travail de recherche. C'est cela, l'analyse qualitative. Alors ensuite, la méthode SWOT. Alors, méthode SWOT, c'est une méthode qui permet d'évaluer une société en identifiant plusieurs points. On a le S pour Strengths, alors ça, c'est les forces. Forces internes, comme les avantages concurrentiels, c'est ce qu'on vient d'énumérer pour NVIDIA. Sa rentabilité ou son image de marque. Donc là, il y a des sociétés comme Coca-Cola concrètement. Donc là, l'image de marque, elle est très présente. On a weakness, qui veut dire les faiblesses. Donc là, la dépendance à un marché ou des marges fragiles. Et ça me fait directement penser au secteur automobile. Le secteur automobile, il y a des marges qui sont très fragiles et c'est dépendant non seulement à des risques de marché, mais également à des risques politiques. Souvent, pourquoi? Parce que souvent, les constructeurs automobiles, ils embauchent énormément dans le marché local, ce qui fait que dès qu'il y a une rumeur de licenciement, ça touche directement le pouvoir politique en place. Je pense que ça, vous l'avez remarqué. Ensuite, O pour opportunité. Donc, ces opportunités externes comme l'évolution technologique, la croissance d'un secteur ou d'un nouveau marché. Donc, c'est ce que je vous disais pour NVIDIA. Ils ont une opportunité d'aller dans d'autres marchés, et plus seulement les cartes graphiques, mais également dans la robotique, dans la santé. Et enfin, le T pour les menaces externes. Et là, ça inclut la concurrence, forcément. Dans le cas d'NVIDIA, vous avez AMD, mais bon, même si c'est une concurrence qui est encore un peu loin, on va dire. Il y a la réglementation et les risques macro. Bon, là, malheureusement, les risques macro, c'est des risques qui peuvent toucher n'importe quelle société. Demain, on passe d'un environnement avec des taux élevés ou avec une guerre, malheureusement, mais il faut le prendre en compte. Par exemple, là, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est TSMC. TSMC a une menace macroéconomique et même géopolitique, parce que TSMC est basé à Taïwan. Et donc, si la Chine, demain, rentre en conflit avec eux, vous vous doutez bien que le cours de bourse de la société va en souffrir. Donc, c'est une méthode qui permet de prendre du recul sur une entreprise en croisant les données intrinsèques avec les dynamiques de son environnement, afin d'éclairer une décision d'investissement. Je vais vous faire un petit exemple, justement, sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, au passage, c'est un site assez sympa. Je vous le dis au passage, retenez bien le nom qui s'affiche ici. Je vais vous prendre un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Est-ce qu'on prend TSMC? On va prendre TSMC, on va voir ce qu'il nous dit, s'il est pertinent ou pas. Parce que, en fait, on est dans un environnement maintenant où les gens ne se cassent plus la tête forcément à faire des analyses complètes. Là, le site, ce qu'il propose, franchement, c'est pas mal du tout. C'est une analyse faite par l'IA. Si vous regardez, on est là, et une analyse SWOT qui peut directement être faite par ChatGPT. Donc,
là, si on lance l'analyse, il va lui-même faire une analyse SWOT à sa sauce à lui avec des sources évidemment. Donc là, regardez, c'est ce que je vous disais. Force, donc là, leadership technologique, bah, ça, il n'y a rien à dire, hein. C'est les seuls à faire des puces de nanomètres, donc là, c'est pertinent. Position dominante avec 54%, OK, Apple et Nvidia, solidité financière, une marge, etc. Là, comme je vous disais, faiblesse, concentration de la production à Taïwan. Donc là, ils nous disent justement qu'il y a des risques géopolitiques. Dépendance à quelques clients majeurs, ça effectivement, hein, il suffit que Nvidia et deux, trois autres de la Silicon Valley ne fassent plus de commandes et ça devient tout de suite compliqué. Les coûts d'investissement élevés, donc là forcément, hein, parce que je vous rappelle que TSMC achète des machines chez ASML. Et chaque machine, ça coûte minimum 300 millions. Donc ça peut vite chiffrer. L'opportunité, ben, c'est que la croissance, forcément, hein, le marché de l'IA est en plein boom. Une expansion hors de Taïwan, ça commence à se faire, hein, notamment aux États-Unis. Et forcément, ben, les menaces, hein. Là, il nous cite Samsung et Intel. Et Intel, d'ailleurs, qui revient en force, hein, ces derniers temps. Réglementation et tensions géopolitiques. Et ben, là, c'est le risque qu'on a connu en 2022, pour ceux qui s'en rappellent, la pénurie des matières premières. Rappelez-vous, en 2022, il y avait une pénurie monstre dans les chaînes d'approvisionnement et ça a encore plus enfoncé la tech à ce moment-là. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, CM, de ces analyses-là faites par IA. Moi, je trouve que c'est assez sympa pour les investisseurs qui ont peu de temps. Petit à petit, bah, c'est en train d'arriver, hein, de toute façon. Donc, ça permet d'avoir des directions, d'avoir des informations potentiellement sur lesquelles on serait passé à côté. Et en quelques clics, quelque part, d'avoir une overview avec bah, des datas qu'on n'a pas besoin d'aller chercher soi-même. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hallucinations, comme ils les appellent, sur les IA. Donc, je ne sais pas si on peut prendre tout pour argent comptant, mais je pense que petit à petit, dans les prochaines années, ça sera un peu un incontournable, ouais. Ouais, parce que franchement, ce site-là en particulier, pas que je veux en faire la pub, hein, mais je l'ai découvert il y a récemment. Et c'est assez bien foutu au niveau de l'IA, que ça soit pour le business model, les concurrents, la réputation, etc. C'est une bonne synthèse pour un investisseur qui n'a pas beaucoup de temps. En quelques clics, il peut déjà se faire une idée. Et c'est pareil, si on regarde là, il me semble que si je clique ici, voilà. Là, j'ai cliqué sur les résultats du troisième trimestre 2025 et directement, ChatGPT est parti récupérer le fichier des earnings et m'a fait un petit résumé assez sympa. Donc, honnêtement, je sais bien que le stock picking rebute certaines personnes, en particulier parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire, évidemment, hein, celui qui rentre chez lui à 18h et qui doit s'occuper des enfants, etc., il n'a pas forcément le temps de faire ces analyses-là. Donc l'IA, petit à petit, je pense, va vous aider en ce sens. Et là, déjà, on voit, regardez, les commentaires du management, les perspectives, etc. Et c'est tiré justement du conference call. Là, vous avez, regardez, si je descends, tout ça, c'est le conference call entre le board, le CIO et tout ça. Et bien directement, Nvidia, lui, Nvidia, pardon, ChatGPT, fait la synthèse. Donc, je pense que petit à petit, tous les sites de bourse vont avoir cette approche. Je pense sincèrement que l'époque où l'investisseur particulier faisait soi-même les recherches avec un temps d'analyse assez fou, je pense que dans les prochaines années, on va complètement changer d'environnement. Donc, je ne vous dis pas de faire confiance à l'IA à 100%, parce qu'évidemment, l'IA peut dire n'importe quoi, hein. Il n'y a pas d'IA infaillible. Mais je pense que pour ceux qui manquent de temps, ça peut être tout à fait pertinent. L'analyse technique. Donc là, par contre, c'est quelque chose que les investisseurs crypto, vous connaissez bien, et à raison, parce que en crypto, vous n'avez pas, entre guillemets, d'analyse quantitative à faire, même si, bon, vous pouvez regarder la FDV, les cryptos, vous pouvez regarder vite fait le management, c'est qui a créé le token et tout, mais honnêtement, 99% des tokens ont des fondateurs qui sont inconnus au bataillon et vous n'avez pas des ratios financiers comme on peut avoir en bourse.
Donc à ce moment-là, vous utilisez principalement l'analyse technique. Et on va voir que ça peut être intéressant également en bourse pour compléter l'analyse, parce que ça identifie les bons moments pour entrer ou sortir d'un titre. Donc ça sert principalement à détecter les tendances, les zones clés, support et résistance, confirmer ou infirmer une décision d'achat issue d'une analyse fondamentale. Et je veux insister sur ce point, je ne vais pas me faire des amis, mais pour moi, l'analyse fondamentale seule ne sert à rien. J'ai pas mis ce document, il est fait pour être dans un ordre précis. C'est pas pour rien que j'ai mis l'analyse technique en dernier pilier. C'est parce que ça vient seulement confirmer votre analyse ou l'infirmer. Elle ne répond pas à la question faut-il acheter cette entreprise, mais plutôt est-ce le bon moment pour le faire. Retenez bien cette phrase, est-ce le bon moment pour le faire. Ça ne justifie jamais seul un achat. Un beau graphique sur une entreprise fondamentalement mauvaise, ça reste une mauvaise idée. On l'a vu notamment avec Visiomed, hein, l'exemple qu'on parlait tout à l'heure, qui avait un graphique en hausse et on se disait mais c'est incroyable. Mais moi-même, je suis tombé dans le panneau à un moment donné, j'ai voulu investir sur cette société. Finalement, j'ai bien fait de ne pas le faire. Trop d'indicateurs. Donc là, j'en vois trop qui font de l'analyse technique avec du RSI, du MACD, du Bollinger, du Fibonacci, Ishimoku, et vous mélangez tout, et à la fin, je pense que ça vous sert pas à grand-chose, honnêtement. Je pense qu'il faut mieux maîtriser correctement 3 outils que 10 que vous maîtrisez mal, que ça va vous desservir en vérité. Et mon troisième conseil, c'est d'adapter votre lecture à votre horizon de temps. Donc un graphique journalier, à mon humble avis, ça ne sert à rien si vous investissez pour 5 ou 10 ans. Souvent, vous vous dites, oui, moi je fais du long terme, mais dans ce cas-là, les graphiques en 4 heures et en journalier, il faut arrêter. Vous perdez du temps. Il faut privilégier les unités longues, hebdo ou mensuelles, en investissement. Alors CM, je ne sais pas si tu avais un mot à dire, je pense que tu es beaucoup plus calé que moi sur, sur l'analyse technique. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ce que tu disais et par rapport à l'analyse technique en tant que telle, ça offre un cadrage en fait qui est un peu psychologique. Donc en l'état, voilà, hein, ça nous sert de voir un peu au travers des graphiques quel est le comportement à des instants T des participants tout simplement. Ok, donc voilà, moi et CM, tous les deux en tout cas, on vous conseille justement de ne pas en faire trop avec l'analyse technique et justement de passer d'abord par l'analyse quantitative et qualitative. L'analyse technique doit vous servir uniquement pour les décisions d'achat ou de vente. Maintenant, j'ai voulu faire un parallèle parce que, bon, j'oublie pas que je suis sur une chaîne qui est une chaîne crypto à la base. Et il y a une qualité que les investisseurs crypto ont, et on va dire de manière beaucoup plus solide que les investisseurs en bourse, c'est la conviction. Donc, tenir un actif ultra volatile pendant des mois ou des années, comme je l'ai dit, c'est pas pour les mains faibles, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en crypto, vous, souvent, et moi-même d'ailleurs, hein, on a souvent une conviction sur BTC ou sur une autre crypto-monnaie et on est prêt à la garder, peu importe, qu'il y ait un moins 20%, un moins 30%. Souvent, les gens sont prêts à garder et ça peut être un défaut quand vous êtes investi sur le mauvais token, bien évidemment, mais c'est également une qualité qu'il faut conserver quand vous faites du stock picking. Investir en action, c'est comprendre ce qu'on possède et pourquoi on est prêt à le garder, même quand le marché corrige. Je vous prends un exemple. Meta, en 2022, son cours de bourse a chuté de moins 75%. Et à ce moment-là, beaucoup ont fait l'erreur, dont moi, de se dire, bon, là, Zuckerberg, il n'arrête pas d'investir dans le métaverse, il y a des milliards de dollars qui sont envolés, ça devient une mauvaise histoire, une mauvaise affaire. Sauf que ceux qui avaient une conviction extrême en la société se sont clairement dit, non, ok, il investit dans le métaverse, mais le business de base, lui, ne change pas. Et il y a toujours du cash qui rentre. Donc ceux-là, ils ont peut-être même renforcé leur position en 2022 et aujourd'hui, ils sont bien contents. Donc concrètement, contrairement à l'image qu'on a parfois des actions, ce n'est pas ennuyeux, évidemment, hein, comme les cryptos. Les cryptos, moi je l'assimile souvent au Russell 2000, c'est-à-dire que c'est entre guillemets un marché de small cap.
Et le Russell 2000, c'est pareil côté action. On a plein de sociétés qui se disent révolutionnaires sur, par exemple, la robotique. J'ai également, si vous vous rappelez, il y avait une mode à un moment donné sur le cannabis, avec plein de sociétés sur le cannabis. Ben, pareil, hein, il y avait un mouvement d'engouement où on faisait plusieurs centaines de pourcents là-dessus. Donc, il faut adapter votre vision. Et même dans le marché crypto, même dans le marché en bourse, pardon, vous avez également des sociétés qui sont sur des modèles révolutionnaires, qui sont sur des paris sur l'innovation et sur la disruption. Donc, en résumé, moi, je pense que la conviction, vous l'avez déjà. Et donc, si vous savez tenir un token à moins 70% sans vendre, et là, je parle surtout de Bitcoin, alors tenir une entreprise solide à moins 20, je pense que ça devrait aller. Honnêtement, si vous étudiez bien, vous avez une bonne thèse d'investissement. On l'a vu lors du crash de Trump en avril. En avril 2025, vous avez du Google à 140 $. Honnêtement, si vous avez fait une thèse d'investissement, c'était un moment parfait pour investir. D'autant plus que pour beaucoup d'entre vous, le marché action apportera diversification en plus de stabilité patrimoniale. Et ça, c'est très important. Et maintenant, on va dire, le contre-pied. Je vous ai dit, oui, la conviction, c'est très bien, il faut garder ses actions, mais il y a toujours un mais, évidemment. Donc, des fois, il faut malheureusement savoir renoncer. Quand vendre? Il y a plusieurs cas où ça devient opportun de vendre ses actions. Là, le premier cas, c'est le plus important, c'est si votre thèse d'investissement est cassée. Si les fondamentaux se dégradent, que l'entreprise change de cap, ta conviction disparaît. À ce moment-là, ça ne sert à rien de te faire du mal. Vends ton action. Si elle n'est plus alignée avec ton analyse, si ça ne fait plus sens pour toi, ça ne sert à rien de la garder. Une valorisation excessive. Alors là, ça peut arriver que le titre devient trop cher par rapport à ses perspectives. Et j'insiste sur ce mot, perspective. Parce que souvent, l'entreprise, on dit oui, on price le futur. Mais si le futur, lui, change, c'est-à-dire si le management dit ben, finalement, on voulait faire des robots, mais là, les robots, ils ne marchent plus trop, on va faire ça. Ça peut arriver, par exemple, je ne le souhaite pas, mais imaginons que Tesla, demain, Elon Musk, ben, il pète un câble, il dit je ne veux plus faire de robots. Croyez-moi que l'action va se prendre une tarte monumentale. C'est parce que Tesla, forcément, elle est valorisée par rapport au futur segment de marché. Ce n'est pas par rapport à la voiture électrique. Ça, c'est vraiment pas le point le plus important. Ensuite, une meilleure opportunité ailleurs. Donc, vous pouvez arbitrer votre portefeuille pour renforcer une position plus prometteuse. Je vous donne un exemple. Vous avez du LVMH et du Hermès. Ben, vous pouvez arbitrer tout simplement en vendant LVMH et en renforçant Hermès, tout simplement. Parce que là, on le voit bien depuis quelques années. Comment dire, le quantitatif et même le qualitatif est à l'avantage d'Hermès. Et ça, on le voit depuis quelques années. L'objectif atteint, donc là, nous, à chaque fois, on dit le stock picking, on le fait pour 10-20 ans, mais il y en a qui peuvent tout simplement avoir un objectif de prix précis, un objectif de rendement précis. Une fois que le prix est touché, ils se disent « je n'ai pas envie de forcer, je vends ». C'est également une bonne raison. Un signal technique clair. Donc là, évidemment, si votre thèse est cassée et qu'en plus, vous avez une cassure majeure, une perte de momentum, souvent on dit que losers average losers. C'est-à-dire que quand vous avez des actions qui sont perdantes, vous voulez à tout prix les average down et acheter plus, acheter plus. Dans certains cas, évidemment, c'est payant, c'est quand votre conviction est toujours là. Et quand votre conviction disparaît et que il y a un signal technique clair qui apparaît comme quoi on casse un support majeur, inutile de vous faire mal. Vendez, vous rentrerez plus tard. Dans tous les cas, ça ne sera pas une mauvaise décision. Il faut être aligné avec soi-même. Et enfin, le dernier cas pour vendre, c'est une position qui vous pèse mentalement. Souvent, je vois des investisseurs avec des pourcentages beaucoup trop forts. Ils ont du Nvidia ou ils ont du Amazon à 50-60% du portefeuille, ce qui est beaucoup trop. Vous vous exposez à du stress inutile, donc à ce moment-là, modifiez les pourcentages de pondération. Et encore une fois,
C'est des conseils génériques, mais tout est une histoire de conviction. Ce n'est pas pour rien que ce mot est souligné, c'est parce que tout part de votre conviction. Si vous avez une conviction énorme en une entreprise, vous pouvez avoir un gros pourcentage de pondération. Ça, c'est propre à chacun. On le voit avec Warren Buffett, qui pendant longtemps avait la moitié de son portefeuille sur Apple. Pourquoi? Parce que conviction. Là, en ce moment, la conviction, elle est moins grande, il a vendu. Il n'est plus qu'à une vingtaine de pourcents. Donc, c'est pareil pour vous. C'est une affaire de conviction. Là, on va parler d'un peu de ce qui fâche. Alors, stock picking, à quoi bon finalement? Une critique qu'on entend souvent, c'est pourquoi passer du temps à choisir des actions alors qu'un simple ETF bat la majorité des gérants pros. Donc ça, c'est souvent, on vous dit, on vous ressort notamment l'étude Spiva, qui recense que 80, à peu près 90% ou 95% des gérants des hedge funds, que ça soit large ou large cap ou low cap, peu importe, ils sous-performent leur indice de référence. Mais il y a beaucoup de choses qu'on oublie de dire, malheureusement. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ces gens-là, s'ils ont des sociétés, s'ils sont gérants de fonds depuis des années, finalement, s'ils sous-perfent, pourquoi ils ont des clients? Il faut se poser cette question. Pourquoi ils ont des clients? Pourquoi ils ont toujours pignon sur rue? Pourquoi ils ont toujours plus de capitaux qui rentrent chez eux? Il y a bien des raisons. Et ce que beaucoup de gens oublient de dire, c'est que déjà, ils ont des frais qui sont élevés. Généralement, un hedge fund, il a des frais entre 1 à 2% annuels et des frais de performance. Et ces frais-là, ils sont déduits de la performance réelle. C'est-à-dire, dans l'étude Spiva, on vous montre la performance réelle une fois que les frais sont déduits. Donc forcément, si le frais à 2% annuel plus 10 ou 20 de performance, c'est-à-dire au-dessus du benchmark, forcément, vous allez vous retrouver avec un S&P qui fait 10% par an à peu près, et le hedge fund qui, lui, va faire 6 ou 7. Et là, l'étude va vous dire qu'il sous-perf. Ah oui, mais c'est plus compliqué que ça. En réalité, lui, il perf. Il fait de la perf. Mais ses clients, entre guillemets, et c'est là que c'est l'ironie, elle est là, c'est le client, lui, sous-perf. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le client, lui, comme il ne veut pas faire les efforts de faire le stock picking lui-même ou d'acheter lui-même et de vendre lui-même, il fait confiance à un gérant de fonds. Mais le gérant de fonds, comme il est malin, il charge des frais qui sont totalement abusés, parce que 2% par an, en moyenne, vous avez des ETF à 0,20, allez, 0,30%. Donc, on est sur un ratio quasi x10. Mais en réalité, voilà, les gérants de fonds ne sous-performent pas les marchés. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une fois que les frais sont déduits que la sous-performance apparaît. Ils subissent également la pression des clients et du court terme. Il faut savoir que des fois, vous avez des gérants de fonds qui, eux, n'acceptent pas d'être en sous-performance pendant 1, 2, 3 ans, malgré que leur conviction est bonne. Et souvent, ils vont se faire ce qu'on appelle des rotations sectorielles, exprès pour avoir un besoin de validation auprès des clients et de leur dire, regardez, je ne sers pas à rien, je fais des mouvements, mais en réalité, ils se font avoir aussi. Donc ça arrive. Donc, ils doivent être investis en permanence. Donc souvent, c'est très mal vu d'avoir que du cash qui dort. Alors là, on a l'exception à la règle de Warren Buffett, mais Warren Buffett, ce n'est pas un hedge fund. Warren Buffett, c'est un conglomérat de sociétés. Et donc lui, quand il a 324 milliards qui dort, c'est tout à fait normal. Mais un hedge fund, lui, ne peut pas se permettre d'avoir autant de liquidités qui ne fait rien. Donc ensuite, il y a l'obligation implicite de ne pas trop s'éloigner du benchmark. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, les hedge funds sont mesurés avec des ratios, ce qu'on appelle bêta. Et ces ratios bêta, ça vous mesure par rapport au benchmark. Et imaginons qu'ils s'éloignent trop, généralement c'est très mal vu et les clients peuvent partir. Donc lui, ça lui fait une pression supplémentaire pour ne pas trop s'éloigner. Ce qui fait que pareil, il équilibre son portefeuille et du coup, non seulement en équilibrant, il se prend des frais, comme nous tous, ils se prennent aussi des frais de transaction, mais également, c'est contre-productif en vérité. Et là, je vous ai dit, manque de conviction forte, et on va comprendre pourquoi avec la règle juste au-dessus, c'est que les hedge funds européens, ça il faut le savoir, il y a peu de gens qui le connaissent, ils ont des contraintes réglementaires, notamment une règle qui s'appelle la règle des 5-10-40. Alors je vais vous faire simple, la règle des 5-10-40, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le hedge fund, ce qu'on appelle UCITS, c'est-à-dire qui est établi en Europe,
il ne peut pas avoir plus de 5% sur une ligne, sauf exception, ou 10% max sur un nombre de lignes limité. Et le 40, c'est pour la somme des lignes au-dessus de 5% ne doit pas dépasser 40% du portefeuille. Alors vous voyez dans quel, j'ai envie de dire un gros mot, mais dans quelle difficulté ils sont mis en fait. C'est que tellement qu'on protège les investisseurs en Europe, on ne veut pas que le mec fasse all-in ou entre guillemets qu'il ait une position beaucoup trop grosse. Donc on le limite avec cette règle des 5, 10, 40. Donc résultat, ils n'ont ni la liberté, ni la patience, ni la souplesse d'un investisseur individuel. Donc faire du stock picking, en bref, ça ne signifie pas rejeter les ETF. Quand je vous dis toutes ces règles-là, ce n'est pas pour vous dire oui, le stock picking c'est meilleur. Vous pouvez faire les deux. Utilisez les ETF comme base solide pour le long terme ou pour la partie marché global, si vous voulez avoir un peu d'emerging market et autres. Et vous laissez un espace de stock picking sur des convictions fortes, des opportunités ou des secteurs que vous maîtrisez. Par exemple, un ingénieur dans l'aéronautique, ben forcément, il va comprendre le secteur aérien un peu mieux que la moyenne des gens. Également, alors là, c'est à interprétation et chacun verra midi à sa porte, mais c'est possiblement aussi pour éviter des secteurs que vous ne soutenez pas. Moi, j'ai des gens dans mon entourage, par exemple, qui ne veulent pas investir dans l'armée. Ils disent oui, ils ont des convictions, ils ne veulent pas que ça engendre des conflits militaires, etc. D'autres qui ne soutiennent pas le tabac ou le pétrole, par exemple, pour des causes écologiques. Ça peut arriver. Donc à ce moment-là, le stock picker, lui, contrairement aux ETF, ou quand vous achetez un ETF S&P 500, eh ben, vous avez concrètement des sociétés d'armement, les Lockheed Martin, etc. Pareil pour le CAC 40, vous avez du Thales ou du Dassault Aviation, ce genre de choses. Donc là, malheureusement, si vous avez des convictions anti-guerre, si je puis m'exprimer ainsi, eh ben, vous n'avez pas le choix. Vous en aurez en portefeuille via l'ETF. Donc ce degré de personnalisation est difficile justement via l'ETF. Et là, je vous ai mis un petit mot, mais bon, c'est pour les plus motivés, parce que pour ceux qui doutent encore du choix des ETF vs le stock picking, il y a une étude qui est très bien documentée. Elle se nomme Uncovering Investment Management Performance using Spiva Data. Et elle se trouve dans la librairie, c'est une librairie tout à fait classique, hein, online où il est. Donc ça, c'est pour les plus, on va dire, courageux, les plus courageux d'entre vous. Mais c'est en anglais, donc il faut faire un effort également. Un petit point de réflexion. Donc là, vous l'aurez compris, il n'y a pas de vérité absolue. Ça ne sert à rien, on ne va pas vous vendre la formule magique, il n'y en a pas. Mais il y a des éléments à garder en tête. Ces choix, ça peut vous paraître secondaire, mais ils ont un impact réel sur la stratégie d'investissement. Combien d'actions dans ton portefeuille? Alors, vous avez vu, quand on regarde ici les actions de nos chers super investisseurs, il y en a plein. Vous voyez que là, lui, il a 11 actions, lui, il en a 235, lui, il en a 50, lui, il en a 19, lui, il en a que 9. Donc, en vérité, ça, c'est à vous de... C'est une conviction personnelle, encore une fois. Il n'y a pas de sauce magique. Là, vous voyez, il n'en a que 9. Et regardez, la performance sur 3 ans, elle est magnifique. 116%, et il fait beaucoup mieux que les indices. Mais encore une fois, et en plus, le turnover, 0%. Donc, chapeau, le mec, c'est conviction, conviction. Il ne change pas, quoi. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de chiffre défini. Moi, si je peux vous donner un conseil, et je ne pense pas me tromper que c'est un bon conseil, ne dépassez pas, je dirais, la trentaine de lignes. Honnêtement, ça devient assez ingérable. Je ne sais pas ce que tu en penses, CM, mais déjà à partir de 15-20, ça commence sérieusement à se gâter quand on veut analyser chaque société. Oui, bah nous, dans la crypto, on conseille même d'avoir 5 lignes au max et côté bourse TradFi, après, ça dépend ce qu'on veut faire, mais c'est clair que par secteur, même 30 lignes, pour ma part, ça me paraît beaucoup trop, mais après, Ouais. c'est libre à chacun, tu vois, mais c'est bon. Moi, j'essaie de me baser voilà, entre 5 et 10 lignes, peu importe le support d'investissement, ça me paraît déjà pas mal. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, personnellement, j'ai fait un petit écart. En ce moment, j'en ai 14. Voilà. J'ai 14 lignes et honnêtement, je pense en enlever 2 d'ici peu de temps.
Mais après, voilà, c'est des lignes qui sont anciennes, hein. Moi, j'investis depuis fin 2017 sur le marché action. Donc au début, pendant une année, j'ai fait un peu n'importe quoi, on a touché à tout, etc. Et j'ai certaines lignes anciennes, on va dire, où je suis en plus-value assez sympa, et donc je laisse tourner, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, hein, à partir de même 20 lignes, ça commence à devenir assez sportif, hein, si vous voulez tout suivre, être au courant de tout, quand vendre, quand acheter, parce que pour chaque ligne, vous allez vous rajouter des questions. C'est ça qu'il faut se dire. Et vous rajoutez du travail, hein. Là, ces gens-là, vous vous doutez bien qu'eux, ils ont une équipe qui est autour d'eux, c'est des structures, etc. Nous, on est en tant qu'investisseur particulier. Vous voyez, lui, par exemple, Monish Pabrai, qui est très connu, hein, c'est le Warren Buffett indien. Et lui, il n'a que 5 actions. Donc là, vraiment, c'est conviction maximum. Donc vous voyez, il n'y a pas de vérité en termes du nombre d'actions, mais je dirais que dépasser 20, 25, 30, à partir de là, ça commence à être très compliqué. Honnêtement, maximum 20, c'est déjà très bien. Donc, avez-vous une stratégie claire pour renforcer, alléger ou vendre? Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut établir votre thèse d'investissement sur chacune de vos lignes. Est-ce que j'allège une fois qu'elle atteint tel montant? Si le chiffre d'affaires il descend, est-ce que j'ai une stratégie? Est-ce que je renforce à tel montant? Moi, par exemple, pour rien vous cacher, ben, quand il y a eu les tarifs Trump en avril, j'ai décidé de renforcer quelques actions, mais je savais déjà à l'avance que si le prix descendait à tel montant, j'allais acheter. C'est-à-dire, j'avais déjà une stratégie. Je savais déjà que si Google revenait sur ses plus hauts de 2022, ce qui a été le cas, ben, je devais acheter. Et justement, à ce moment-là, quand j'ai vu que les fondamentaux, ben, eux, n'ont pas bougé, ben, je me suis dit, mais oui, les tarifs, ok, ça va peser sur les sociétés. Mais est-ce que le fondamental, lui, a bougé? Évidemment que non. Donc à ce moment-là, il ne fallait pas écouter le bruit ambiant qui nous disait c'est parti pour 10 années de disette. Mais encore une fois, il faut s'appuyer sur votre thèse. Es-tu capable d'attendre sans rien faire? Et ça, c'est très dur. Les investisseurs crypto, déjà, je pense qu'ils ont du mal, mais investir en bourse sans rien faire, c'est aussi compliqué. En ce moment, c'est tellement compliqué, notamment sur la tech, où on n'a que des actions ben, qui touchent la lune. Et finalement, ben, on se dit, on ne peut pas acheter des sociétés américaines. Et donc, souvent, en ce moment, en tout cas autour de moi, les investisseurs se tournent vers l'Europe. Parce que forcément, on n'a pas envie d'acheter du Nvidia à 200 dollars ou du Google à 300. Donc là, on préfère regarder du côté de l'Europe, voir s'il n'y a pas des bonnes affaires. Mais il ne faut pas vous forcer. Si vous ne voyez pas d'opportunité aux États-Unis, ben ne faites rien. Donc là, il faut être capable d'attendre sans rien faire, tout simplement. Faut-il viser uniquement les grandes entreprises? Donc, on a vu tout à l'heure que vous pouvez performer avec des small caps. On a vu notamment William Higgins et sa performance assez phénoménale. Mais encore une fois, les small caps, ça demande encore plus de travail, à mes yeux, parce que comment dire, le mode est beaucoup moins visible. C'est-à-dire que là, on ne peut pas jauger facilement si elle a un avantage concurrentiel. Quand c'est des petites sociétés, l'image de marque, elle est beaucoup moins visible. Il n'y a pas d'image de marque, il n'y a pas de switching cost, c'est-à-dire le coût de changement. Quand on est sur une des petites sociétés, ils n'ont pas un pouvoir pour retenir les clients de manière durable. Ça, c'est avec le temps que ça se montre. Et donc, moi, en tout cas, moi, à titre perso, je n'investis pas sur les small caps. Je sais que certains le font et avec, comment dire, avec des très bonnes performances. Moi, j'ai fait on va dire, mon introspection et je me suis dit, c'est pas fait pour moi à l'heure actuelle. Je suis pas assez compétent pour investir sur les low cap. Donc, moi, dans mon cas, moi, j'investis que sur des large caps que je comprends. Ensuite, ben, est-ce que vous préférez le rendement aujourd'hui ou la croissance demain? Là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, évidemment, là, c'est par rapport à votre profil d'investisseur, hein, si vous êtes proche de la retraite, vous n'allez pas vous risquer sur de la small cap tech. Forcément, vous allez vouloir un petit rendement sympa avec des prévisions assez simples au niveau du bénéfice. Et là, j'aimerais juste faire une petite aparté pour casser un certain mythe. Il y a le fameux mythe oui, je vais acheter des actions
à dividende yield élevé pour être rentier. Alors ça, c'est un mythe qui est souvent évoqué en France notamment. Donc là, j'aimerais juste faire un aparté, c'est que, imaginons vous voulez être rentier pour seulement aller 2000 euros par mois. Donc déjà, c'est un rentier qui n'est pas très bien rentier, hein. C'est un rentier faible, parce que 2000 euros par mois, vous ne faites pas grand-chose. Mais imaginons vous voulez dégager 2000 euros par mois de dividende total passif, avec un dividende yield, allez, on va dire de 4%. Mais il vous faudrait à peu près, si je compte les 30% d'impôt de flat tax, il faudrait environ 850 000 euros. Donc voilà, c'est pour remettre l'église au milieu du village. Rentier, oui, mais il vous faut un très gros capital dès le départ. Et c'est pas avec 2 cas par mois que vous allez être un très gros rentier non plus. Donc voilà, j'aimerais casser ce mythe du rentier. Ensuite, que feras-tu si une position double ou si elle chute de 30%? Pareil, il faut se baser sur votre thèse d'investissement. Je ne le répéterai jamais assez, faites une thèse d'investissement sur vos lignes. Ensuite, as-tu vérifié la place de cotation? Donc ça peut être trompeur. Alors, pas sur PEA, mais surtout sur CTO. Sur CTO, il y a plein de places de cotation et ça peut vous jouer des tours, notamment sur les frais. Pourquoi? Parce que certains brokers, ils ont des frais, par exemple, pour le NYSE et le Nasdaq, c'est 2 euros par an, par exemple, je dis une bêtise. Et pour une place tout à fait exotique, ça peut être 15-20 euros par an. Donc, il faut vérifier vos lignes où elles sont cotées. Est-ce que c'est dans les places de marché, on va dire, qui ont pignon sur rue et bien connues, ou est-ce que c'est sur des places un peu plus exotiques? Par exemple, nous, sur le PEA, ou même sur le CTO, on a pas mal d'actions qui sont cotées sur Xetra. Xetra, c'est le marché allemand. Et vous avez d'autres places de marché qui, là, ils sont beaucoup plus exotiques et beaucoup moins liquides d'ailleurs. Donc faites attention à ça. Place de marché égale liquidité également. Donc c'est un aspect à connaître. Un bon portefeuille, c'est un portefeuille que tu peux expliquer. Pour faire simple, en bourse, les meilleurs résultats ne viennent pas de réponses toutes faites et d'une stratégie personnelle nourrie de réflexion. Et ça doit s'inscrire dans une logique d'allocation de patrimoine global. Donc là, évidemment, cette vidéo est faite justement pour que vous puissiez, en particulier les investisseurs crypto, comprendre l'importance de la diversification. Ensuite, outils et ressources. Donc, je vous ai fait une petite sélection de sites qui peuvent vous aider. On va commencer par Koifin. Alors, Koifin, c'est un site très sympa. Je vais vous montrer en bref ce qu'on peut faire avec. Donc, vous voyez déjà, rien que sur la page principale, on voit énormément d'informations. Mais au moins en 2-3 minutes, vous avez déjà pas mal d'informations qui sont clés, notamment les marchés avec ce qui se passe en ce moment même, le VIX, l'indice de la volatilité, les secteurs, quel est le secteur qui performe mieux aujourd'hui? Bon, sans surprise, hein, le secteur technologique. Là, on a la performance, bon là on peut régler hein, sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. On voit par exemple que sur les 3 derniers mois, si je regarde, ou même sur une semaine, on va prendre une semaine, tiens. Mais sur la dernière semaine, on voit que c'est les actions industrielles qui ont le mieux performé, le Dow Jones. Et on voit que le Nasdaq a la traîne. Donc petite faiblesse sur la semaine, mais rien de bien grave, hein, on est en moins 1,57. Là, on regarde, il y a également le rendement du 5 ans et du 10 ans sur des pays, États-Unis, Espagne, Allemagne, etc. Donc c'est pas mal, ce site peut vous montrer des choses assez sympas. Je vais vous montrer une petite feature assez sympa pour comparer des sociétés. On va aller très vite. Regardez. Comparaison. Alors, ça déjà, on va enlever. Imaginons, on va prendre Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre les 2 géants du luxe, tiens. Alors, normalement, c'est RMS. Voilà. Hermès, hop. Et là, on va prendre MC pour Louis Vuitton. Hop. Donc là, on voit, regardez, on est sur une performance. Tac, on va mettre comme ça. Non, plutôt, on va rester en daily plutôt. Voilà. Donc là, on regarde les performances, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Moi, par exemple, je veux comparer. Disons que je veux comparer les marges, par exemple. Et là, vous voyez, on va enlever le total return, qui ne nous intéresse pas.
Hop. Là, qu'est-ce qu'on voit? On compare juste deux sociétés du même secteur qui font la même chose, c'est-à-dire le luxe. Qu'est-ce qu'on voit? Hermès, ils ont une marge opérationnelle, une EBIT marge de 41%, LVMH 21%. Donc là, vous voyez, en 2 clics, on peut facilement comparer des sociétés entre elles. Et là, si je veux regarder la marge nette, parce que bon, la marge OP, c'est bien sympa, mais si normalement, on devrait avoir la marge nette, voilà, hop, sur les 12 derniers mois, et bien là, c'est pareil. Hermès, j'ai une marge nette à 28, LVMH à 13. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit justement que Hermès a un moat qui est beaucoup plus puissant à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, que LVMH. Donc c'est très intéressant quand vous faites votre veille ou quand vous voulez rentrer une société en watchlist, n'hésitez pas à la comparer avec les concurrents. Et Coifin est tout à fait est un site tout à fait sympa pour comparer deux sociétés, mais évidemment comparer des sociétés qui sont concurrentes. Ne comparez pas Apple avec McDonald's, hein, ça n'a rien à voir. Donc ça, évidemment, pas besoin de le dire, je pense que vous le savez, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Ensuite, on a Zone Bourse. Bon, c'est un site qui est très bien connu, notamment avec Xavier Delmas, qui est un excellent vulgarisateur sur YouTube. Donc là, si on va sur Zone Bourse, pareil, c'est un site qui est assez sympa. Par exemple, là, pareil, hein, si on tape Hermès, on va avoir toutes les infos qui vont bien, avec le cours. Là, si je regarde la société ici, ils vont nous dire combien il y a de pourcentage. Vêtements et chaussures, c'est 29% du résultat, 3,8%. Les répartitions des ventes, là, on a par rapport en zone géographique. C'est assez sympa également, hein. On a le comité exécutif, etc. C'est très sympa. Donc, pareil, hein, c'est un site qui est assez ancien d'ailleurs. Je pense qu'il a une dizaine d'années, voire plus. Et bah, c'est pareil. Là, on a un petit résumé du EBITDA, résultat net. Donc, un petit résumé côté chiffres. Et ce qui est bien, ben, c'est que c'est en français. Donc, pour ceux qui ont un peu du mal avec l'anglais ou qui n'apprécient pas trop des sites en anglais, ben là, au moins, vous êtes en français. Donc, site assez sympa aussi, que je recommande. Il y a une version payante, mais honnêtement, la version gratuite est très bien également. Vous n'avez pas forcément besoin de tout le temps payer. Alors là, vous avez Finviz. Finviz, c'est un autre site assez sympa. On va le voir pourquoi. C'est un site qui là, est en anglais. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a une map assez sympa côté action. Donc là, on voit la performance aujourd'hui. D'ailleurs, Nvidia assez sympa là, ce qu'ils font là. 4,69%, c'est plutôt pas mal. Et si je regarde par exemple depuis le début de l'année, par exemple, vous voyez directement ça s'actualise et on a Nvidia qui fait 46% depuis le début de l'année, Google qui fait 51%. Et à l'inverse, eh ben, on a des sociétés, je ne sais pas moi, ici Procter Gamble, ben, moins 14 par exemple. Donc vous voyez, c'est assez sympa pour se faire une idée directement sur une période de temps donnée. Si je regarde sur 3 ans, bon là, Nvidia, c'est assez extraordinaire. 1367% sur 3 ans. Bon. Pour se faire plaisir, on va regarder sur 5 ans. 1400. Et sur 10 ans, bon, sur 10 ans, là, c'est complètement. Moins plus 27 000, c'est n'importe quoi. Et Finviz, aussi l'avantage, c'est que vous avez une. Bon, là, vous avez le graphique, ils vous ont tracé quelques traits hein, pour vous aider à identifier double top sur Tesla, etc. Bon, bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Hein, vous pouvez les tracer vous-même sur TradingView, ce genre d'analyse. Là, on a les principaux ratios. Donc là, ça peut vous aider également. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse sur Finviz aussi, c'est justement ici, l'insider trading. Alors là, ne faites pas gaffe à cette bougie. Là, c'est Elon Musk, hein, c'est justement la rémunération qui a été votée, tout ça, donc ne faites pas gaffe à ça. Mais en rouge, ce qui est intéressant, c'est de voir les ventes des initiés. Et donc ça peut être assez sympa sur certaines sociétés pour timer éventuellement une prise de profit. Si vous voyez que beaucoup de gens du board vendent en même temps, vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi ils le font? Parce que généralement, quand des gens vendent plusieurs personnes du board d'une société, et ils font des ventes,
il n'y a pas 50 000 raisons, hein. Généralement, c'est parce qu'ils pensent que c'est le bon moment pour vendre, tout simplement. Donc, c'est pas si bête de les suivre. Notamment ici, regardez, ici, il y a eu des ventes. Forcément, on était sur un pic. Et là, regardez, ici, c'est un creux où le cours de l'action était sous les 350, mais il y a eu peu de ventes. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait parlant sur toutes les sociétés, mais ça peut vous aider honnêtement. Les ventes d'insider. Sur ce site-là, Bagger, il y a également les ventes d'insider, hein. Et donc, enfin, la dernière plateforme, Yardeni Research, pareil, c'est un site proposant des études de marché. Donc, vous regarderez sur Google, c'est un très bon site. Ensuite, pour les ventes des investisseurs connus, vous avez Dataroma ou Wayne's Wisdom qui agrègent ce qu'on appelle les 13 F. Donc, c'est idéal pour suivre ce qu'en font les Greg Abel, Bill Ackman, etc. Et en application mobile, vous avez Quarter. Donc, Quarter, pareil, c'est une application mobile qui regroupe les publications des entreprises cotées, résultats trimestriels, conférences, transcripts. Donc, c'est pratique pour suivre l'actualité des sociétés et les déclarations du management. En mot de la fin, donc, investir, ce n'est pas avoir toutes les réponses, mais c'est savoir poser les bonnes questions. Construire une bonne méthode qui nous ressemble, être capable de tenir le cap dans le temps. Alors, ce document, il vous a permis d'avoir les bases pour comprendre comment sélectionner une action de manière structurée, avec méthode, bon sens et recul. Vous savez maintenant ce qu'est une action, où et comment les acheter, comment analyser l'entreprise sous différents angles, et surtout comment prendre des décisions qui te correspondent. Après avoir vu tout cela, tu peux tout à fait uniquement rester côté ETF de la force, hein. On n'a pas tous envie de faire autant d'efforts, on a une vie de famille où on a peu de temps. Donc, comme le démontre ce PDF, le stock picking, il n'est pas fait pour tout le monde, il y a des efforts à faire, il y a une rigueur qui est exigée. Donc, il ne s'agit pas de mettre en position les investisseurs en ETF et les stock pickers, peu importe la voie que tu choisiras, stock picking, ETF ou les deux. Diversifier au-delà des cryptos sera à long terme l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre pour ton patrimoine. Et honnêtement, je vous invite à vous intéresser à d'autres marchés. Voilà, CM, je pense qu'on a fait, on a utilisé beaucoup de temps, mais je pense qu'au moins ça a été utile pour les personnes qui sont novices dans le stock picking. Oui, tout à fait. C'était une émission qui était dense, mais super intéressante. Comme tu le dis très bien à la fin, pas besoin de choisir entre stock picking ou ETF. On peut faire les deux et ça vous permettra notamment peut-être d'avoir une poche sur laquelle vous laissez ça un peu en pilote automatique et une autre sur laquelle vous viendrez vous faire les dents directement sur le marché en vous confrontant à vos propres convictions et vos propres choix. Merci Samy, c'était top. Je vous invite bien entendu, pour ceux qui sont du côté de YouTube ou en podcast, à l'écouter en x2, pourquoi pas, pour que ça passe un petit peu plus vite, puisque c'est vrai que c'est assez rare qu'on fasse des émissions de 2 heures du côté de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, que ça soit sur le Discord, sur YouTube ou sur X. Nous sommes présents sur toutes les plateformes, et y compris les plateformes de podcast d'ailleurs. Merci Samy, c'était super intéressant. Je pense que c'est une émission qu'il faudra réécouter plusieurs fois pour s'imprégner de tout ce que tu nous as distillé ce soir. Et on se retrouvera donc très prochainement avec grand plaisir comme d'habitude. Merci à vous. Au revoir.